Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Johan Lemoel. On ne se connaît pas beaucoup, on se connaît depuis la semaine dernière, Ouais, mais en fait on a été mis en contact ensemble grâce à Olivier Courcel. Johan, Olivier Courcel, directeur du CFA Sport Animation Loisirs, c'est ça? Animation de tourisme. Animation tourisme, pardon, Ouais, je ne suis pas tout à fait précis. Et toi, Johan, tu es donc le chargé marketing, administration et finance. C'est un nom un petit peu barbare et compliqué, c'est un peu les noms des métiers qui veulent rien dire. Voilà. Je suis responsable marketing et ingénierie administrative et financière. Donc je vous expliquerai en quoi ça consiste après. Exactement. Et donc, Johan a un profil très intéressant pour vous, les étudiants, parce que non seulement tu es un ancien étudiant STAPS, Ouais. C'est vrai. toujours athlète de haut niveau, on va dire. Bon, on va en parler. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que le haut niveau, au moins régional, on dira. Oh oui, ouais. Voilà, largement. Et ce qui est intéressant, c'est que Johan a cultivé un double projet, d'abord en aviron, et puis ta formation, on va dire, professionnelle, estudiantine, et puis pour ensuite se consacrer donc à l'athlétisme. Il va vous expliquer tout cela. Donc je te laisse. Déjà un grand merci à toi. Pas de rien. Et puis un grand merci à Olivier qui nous a mis en contact, et puis qui était venu l'année dernière. Et puis comme ça, ça va compléter les informations sur le CFA. Ok, ça marche. Bonjour à tous, donc je m'appelle Johan, j'ai 30 ans. Comme a dit Frédéric, je suis responsable au sein du CFA Sport Animation Tourisme Normandie. J'ai une mission que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Là, j'ai plutôt essayé de concentrer l'intervention sur la partie sportive, parce que si j'ai bien compris, vous êtes en L3 sur l'entraînement sportif, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Donc moi j'ai un parcours sportif un petit peu atypique, parce que du coup j'ai vraiment fait deux sports qui sont totalement antinomiques. J'ai commencé très tôt le kayak à l'âge de 6 ans. Donc comme on en vient à faire du kayak à l'âge de 6 ans, c'est vraiment pas par pure passion. D'abord en fait tout simplement, moi j'ai un père qui est sportif depuis toujours et qui faisait beaucoup de kayak à l'époque. Moi, c'était vraiment ça la référence familiale. Et puis, il s'avère que mon père, il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Et à un moment donné, quand j'avais 6 ans, un matin, il nous a fait aller vous préparer avec mon frère. Je vais vous emmener faire du kayak. Donc, on a fait du bateau un petit coup ensemble. Et puis, j'ai un petit peu accroché. Mais surtout, ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est que... Alors là, c'est vraiment... la vision que j'en avais à l'époque, mais en fait c'était pas du tout vrai, mais on avait fait une sorte de course avec mon frère et je l'avais battu, mais en fait j'ai appris des années plus tard que mon père lui avait demandé de le laisser se faire battre, et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit mais putain, mais là j'ai un truc où je suis trop fort, quoi. Je suis trop fort, je vais tout péter, si j'arrive à battre mon frère là, je peux battre le monde entier. Donc du coup je me suis dit je vais en faire. Déjà ton papa jouait sur le dépassement de soi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc lui, il était plutôt sur du kayak de mer, sur des très longues distances. C'était une sorte de marathonien du kayak, on va dire ça comme ça. Moi, je me suis plutôt spécialisé sur le sprint avec les années. Et puis, on n'est pas vraiment sur les mêmes disciplines. Et tu as découvert cette activité dans la région, ou tu étais originaire de quelle région? Alors moi, je suis originaire... Alors à ce moment-là, moi, j'étais de la région parisienne. Donc, moi, j'ai beaucoup déménagé. C'est difficile de dire je viens de tel endroit, parce qu'en fait, j'ai déménagé à peu près tous les 2 ans, 3 ans, quoi. Donc je ne me suis jamais resté très longtemps à un même endroit. Donc du coup, j'ai commencé le kayak comme ça. Bon, après, j'étais vraiment gamin, 6 ans, on ne fait pas de compétition. Les premières compétitions que j'ai faites, j'étais même pas dans aucune catégorie, j'étais même pas poussin, on appelle ça comme ça en kayak. Donc j'ai commencé tranquillement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai pas fait un suivi très poussé, mais c'était vraiment le sport qui faisait vraiment le lien entre le lien familial, en tout cas qui soudait vraiment mon père, mon frère et moi. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a quand même qui était quand même assez ancré, qui m'a poursuivi pendant pas mal d'années. Et j'avais toujours l'envie, un petit peu cette envie de faire du haut niveau.
parce que à cette époque-là, quand je m'y intéressais, alors déjà il n'y avait pas trop YouTube, c'était plutôt Dailymotion. Ça fait hyper vieux de dire ça, c'est ouf. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et en fait, les informations, ça circulait différemment. En fait, déjà, c'était à la télé, les Jeux Olympiques, etc. C'était aussi les posters dans les clubs. Donc en fait, dans les clubs de sport, il y avait des grands posters de figures un peu emblématiques du kayak français. Et moi, quand je voyais ça, j'ai trouvé hyper impressionnant, parce que c'était des mecs... en tout cas, moi, ce qui me concernait, c'était surtout les mecs qui m'impressionnaient. C'était des mecs hyper baraques, hyper grands, hyper stock et tout. Et du coup, je me disais, mais c'est fou d'être comme ça, quoi. Moi, j'ai envie d'être comme eux. Et du coup, je me suis toujours un peu intéressé à la compétition qui fait un sport, qui fait qu'un sport est plus ou moins médiatisé. C'était les Jeux Olympiques. Et comme les Jeux Olympiques, le kayak de course en ligne est aux Jeux Olympiques, je m'y suis vraiment beaucoup intéressé. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu un objectif, quoi. Spoiler alerte, j'ai pas fait les Jeux Olympiques. Mais du coup, vers 2008, donc dans 2008, j'ai fait une petite frise chronologique. En 2008, j'étais en 3e. Et donc, suite à mes nombreux déménagements, je me suis retrouvé en Picardie pour suivre un petit peu mes parents. Donc en 2008, je me retrouve en Picardie. En fait, j'ai aucune structure club. Et d'ailleurs, moi, dans toute ma jeunesse, j'ai jamais fait de sport en club, en fait. J'ai toujours été avec mon père et mon frère on mettait les bateaux sur le toit de la voiture, on allait sur la Seine, on allait un peu partout. Dès qu'on se déplaçait, on mettait les bateaux sur le toit et puis on allait s'entraîner ensemble. Donc moi, j'ai vraiment jamais connu la vie de club. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment d'habitude le truc qui fédère, qui structure aussi la pratique. Mon père, il n'est pas coach. Il a jamais eu de coach, il ne savait pas coacher, donc en fait c'était vraiment une façon de faire qui était un peu à la dure, à l'arrache. Et que de demander à ton frère la première fois de lever le pied pour que tu puisses c'est ça. C'est ça, mais après il n'a plus jamais accepté et je me suis pris des branlées tout le reste de ma vie. Donc, mais du coup en fait j'ai jamais eu de coach pendant toute ma jeunesse. Et le seul moyen pour moi d'avoir un peu une structure, c'était d'intégrer un pôle espoir. Il s'avère qu'il y en a un à Caen, parce qu'à Caen, on a un bassin qui est vraiment exceptionnel pour faire du kayak ou de l'aviron. C'est des grandes lignes droites, avec un petit peu d'angle. C'est des droites de 2 km avec des angles comme ça, ouais, qui vont jusqu'à la mer. Donc ça fait qu'en fait, tu peux naviguer tranquillement. Tu auras forcément une ligne droite où tu auras un peu d'abri au niveau du vent, parce que là, c'est un sport d'extérieur qui est hyper exposé au vent. C'est ça qui emmerde tout le monde d'ailleurs. Mais du coup, pour avoir une structure, j'avais pas d'autre choix, c'était d'intégrer un pôle espoir. Donc en fait, en 2008, je dois préparer des tests d'entrée en pôle espoir sans pouvoir m'entraîner sur l'eau. Parce qu'en fait, je suis en Picardie, vraiment dans le trou du cul de la France. Il n'y a rien, il n'y a pas de bassin, il n'y a pas de club. Donc c'est assez compliqué. Donc du coup, mon père, il avait une machine à pagayer, ça ressemble à un rameur qu'il y a dans les salles de musculation, quoi. Sauf que c'est plutôt pour faire du kayak. Ça imite énormément bien le kayak. En fait, c'est la même forme qu'un rameur, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir une toute petite barre comme ça, c'est une barre qui fait plutôt 1,80 m avec 2 fils qui sont accrochés à l'avant. Et en fait, tu pagaies, ça fait le même effet. Donc en fait, je me suis préparé au test d'entrée en pôle espoir sur cette machine-là, quoi. Donc pendant une année complète. Et ce pôle espoir, c'était le lycée Laplace, c'est ça? Exactement. Exactement. Mais c'est pas le lycée Laplace qui fait les tests. C'est pas le centre sportif? Non plus. C'est la Fédé. Donc en fait, la Fédé, elle organise des tests tous les ans à Saint-Laurent-Blangy, c'est dans le nord de la France. Et donc les tests, donc là à ce moment-là, j'étais en 3e du coup. Les tests, ça consiste en plusieurs épreuves. Donc il y a un 200 mètres en confrontation 2 par 2 sur un kayak, quoi. Un 2000 mètres en contre-la-montre, tout seul. Un test plutôt PPG, avec un maximum de pompe en 2 minutes, un maximum de traction en 2 minutes.
des tests de souplesse, des tests de la corde à sauter, un maximum de tours de corde à sauter en 2 minutes, et de mémoire, et un entretien aussi avec un coach de la fédération. Donc voilà, en gros là c'est clair, hein, l'objectif c'est de voir un petit peu si tu as les capacités physiques, si tu as des capacités physiques intéressantes d'après la fédération à ce moment-là. Parce que de mon point de vue, ces tests-là sont, et d'autres tests dont je vais vous parler après, sont totalement, ne servent à rien, quoi. On ne peut pas trop juger, est-ce que tu es bon sur un bateau. Là on est sur une détection, la fédération essaie en s'appuyant que sur des tests physiques en fait. Ouais, c'est ça. Après, ça ressemble un peu au combine là, en NFL. En NFL, ils ont des tests de développé couché aussi. Bon, est-ce que tu es un meilleur lanceur parce que tu es super bon en développé couché ou un super bon receveur? Enfin, je ne suis pas sûr. Après, voilà, c'est des trucs qui restent. Et puis la France, elle a un peu copié tous les protocoles des pays de l'Est. Dans le kayak, parce qu'en fait, dans le kayak, c'est un sport qui est dominé par les pays de l'Est. Et eux, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, ils sont... Enfin, une particularité. C'est un autre système. Déjà, c'est des pays beaucoup plus pauvres. Et en fait, eux, ils ont une sorte de porte d'ouverture en étant professionnels, un peu dans n'importe quel sport. Donc, que ce soit en kayak ou autre chose, le fait d'être professionnel, ou en tout cas parce qu'ils sont payés par la fédération, ils ont un vrai salaire, c'est un moyen d'élévation sociale. Donc eux, en fait, ils pouvaient se mettre à fond, se consacrer à fond à cette discipline, mais en France, personne ne vit du kayak, quoi. Donc c'est pas les mêmes possibilités. Donc du coup, ce sont des cultures différentes, on va dire. C'est des cultures très différentes, quoi. Enfin, il y a un truc qui est vachement plus viscéral, quoi, dans le fait de se dire là je vais faire des tests pour entrer en équipe nationale, mais c'est pas pour le rêve, c'est pas pour l'amour du sport, c'est vraiment pour parce que j'ai la dalle, quoi. Il faut que je paye les factures, il faut que je fasse vivre ma famille, et puis ça c'est un moyen d'y arriver, quoi. Donc quand tu peux avoir 3 à 4 fois le salaire mensuel moyen de chez toi en faisant un sport, peu importe lequel, si tu as des qualités, tu y vas à fond, quoi. Et puis ta famille, elle va te pousser à le faire, quoi. C'est vrai qu'on a un modèle totalement différent entre ce qui se passe en Occident par rapport aux pays de l'Est qui sont sur une culture très physique de l'activité aussi. Ah, complètement. Et du coup, ils ont des super bons résultats. Ça fait que ça donne l'impression à tout le monde qu'il faut faire pareil. Alors qu'en fait, c'est un peu comme... là, je vais comparer plutôt les pays de l'Est en kayak aux États-Unis en athlétisme, où eux, ils ont un lot, mais comment dire, ils ont un flux tellement important de jeunes qui ont des capacités exceptionnelles, qu'en fait, tout le monde va penser que c'est les États-Unis qui ont les meilleures méthodes d'entraînement, alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément les meilleures méthodes d'entraînement, ils ont surtout des infrastructures qui sont exceptionnelles, et ils ont aussi une masse de pratiquants qui est énorme, quoi. On fait la détection, mais sur de la masse. C'est ça, et puis surtout, il y a encore une fois, il y a l'appât du gain. Enfin, l'appât du gain, c'est aussi une porte d'entrée vers l'élévation sociale, parce que derrière, ça peut payer les études. Donc il y a quand même pas mal de Français, enfin pas mal. Il y a quelques Français qui vont tenter l'aventure américaine dans une université américaine en athlétisme, parce que voilà, c'est une possibilité d'avoir une bourse où tu ne payes pas ta formation, et quand on est en France, c'est quelque chose qui ne se pose pas trop comme question. Mais quand on est aux États-Unis, que tu dois payer 50 000 $ par an, là, quand tu peux avoir une bourse parce que tu cours vite, tu te mets à courir, quoi. Tout à fait. Donc tu intègres le lycée Laplace en 2009. Exactement. Et pour quelle filière professionnelle? Alors, à ce moment-là, je ne suis pas trop dans des histoires de filière professionnelle. En fait, au lycée Laplace, vous avez 2 options. C'est soit vous allez en S ou vous allez en STG. Moi, je voulais plutôt aller dans des études de commerce. Donc, du coup, je me suis orienté vers STG parce que du coup, c'était le plus adapté, quoi. S'il y avait eu ES, je pense que j'aurais fait ES, mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Donc voilà, j'ai choisi ça. Et ce qui était super intéressant, c'était que c'était en fait le pôle espoir. Là, c'est une structure qui est coordonnée par le centre sportif de Normandie. C'est ça, le CSN. Exactement.
Donc Marc Collière qui devait venir et qui ne viendra pas finalement. Et l'ancien directeur adjoint du CSN. Voilà. Donc, tu connais Marc? Je connais Marc du coup. C'est bien, on l'évoque. Et du coup, c'est une structure dans laquelle on a des emplois du temps aménagés. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, le kayak, contrairement à l'athlétisme, et je vais vous le montrer après, c'est un sport avec un volume d'entraînement qui est vraiment énorme. Genre vraiment énorme. Est-ce qu'il y a des étudiants parmi vous qui sont passés par le lycée Laplace et le Pôle Espoir? Non. Oui. Pardon? Je suis le Pôle Espoir. Dans quelle activité? Kayak polo. Kayak polo? Ah ouais? Ok. Du coup, t'étais pas au lycée Laplace? Non. T'as du Mondurville ou? Oui. Ah ok. Je suis arrivé à Caen, je suis en polo. Ok. Parce que du coup, ça a un peu changé. À l'époque, il y avait que lycée Laplace. On pouvait faire que ses études au lycée Laplace. Après, ils ont un petit peu ouvert avec d'autres lycées. Mais du coup, tu avais les mêmes emplois du temps aménagés ou pas? Parce que je crois que c'était pas la même chose. Non, on avait plus de coach. Ouais. Notre coach, je connais avant. Et t'es de Condé? T'es de... Condé. Condé, ouais, classique. Et donc du coup, j'ai intégré ce pôle-là. Donc là, en fait, donc, comme je disais, ce qui était intéressant, c'était les emplois du temps aménagés. Ça fait que je pouvais m'entraîner déjà tous les soirs. Je pouvais m'entraîner le mardi matin, le mercredi toute l'après-midi, le jeudi matin et tous les soirs de la semaine, quoi. Donc en fait, c'était... Donc déjà un gros volume d'entraînement quand même. Ouais, déjà assez tôt, c'était quand même un assez gros volume d'entraînement. Ouais. Donc c'est autour de 10 entraînements par semaine dès la seconde, quoi. Et à partir de ce moment-là, tu as commencé à faire du kayak de compétition avec le Pôle Espoir? C'est ça. Alors, j'avais toujours fait de la compétition, ouais. Tant bien même que je ne pouvais pas m'entraîner dans des bonnes conditions, etc. Mais du coup, là, pour le coup, j'avais plus d'excuses, quoi. Là, vraiment, je pouvais m'entraîner, j'avais des conditions idéales. C'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai commencé à mettre en place un double projet. C'est vraiment le truc dont on entend tout le temps parler quand on est sportif en liste ministérielle. C'est l'histoire du double projet parce que les fédérations savent très bien que dans tous les cas, même si vous êtes le meilleur de votre discipline à plusieurs reprises et sur une durée exceptionnelle de peut-être 10 ans, que vous faites 3 ou 4 Olympiades, dans tous les cas, vous n'en sortirez pas financièrement. À un moment donné, vous allez arriver à une fin inéluctable et c'est fini pour vous, quoi. Donc du coup, le double projet, c'est quelque chose qui est extrêmement mis en avant en kayak. On avait des bilans tous les trimestres. Et du coup, tous les trimestres, il fallait avoir des notes suffisantes pour pouvoir continuer à s'entraîner. Là, ils n'hésitaient pas à nous mettre de côté si jamais il y en avait qui ne suivaient pas les cours, quoi. Oui, donc une certaine pression quand même pour pouvoir continuer le Pôle Espoir, de pouvoir avoir des résultats scolaires relativement corrects. Oui, voilà. Bon, après, la seconde STG, c'est pas non plus un level de fou, quoi. Donc, on va dire que ça allait. Enfin, je peux pas être méchant, mais il fallait vraiment être un bon débilos pour pas y arriver, quoi. Surtout qu'on était que... Et parallèlement, tu étais licencié en club, j'imagine. Ouais. Appartenant à Pôle Espoir, tu devais certainement être obligé d'être licencié dans un club. Ouais, c'est ça. Alors moi, du coup, j'ai fait pas mal de clubs. Enfin, j'ai fait pas mal. Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai fait le club de Cergy-Pontoise, j'ai fait le club de Champigny, en Ile-de-France. J'ai fait le club de Laval, parce que j'avais déménagé à Laval. Après, du coup, j'ai fait le club de Mantes-la-Jolie, qui est le club en Ile-de-France, ou un des clubs, en tout cas, dans le nord de l'Île-de-France. Enfin, non, c'est vraiment le club dans le nord de l'Île-de-France, qui avait le plus de structure, le plus de suivi, etc. Donc, du coup, j'avais intégré le club de Mantes-la-Jolie. Et quand j'ai fini ma première année au Pôle Espoir, je suis passé sur le club de Vernon. Parce qu'en fait, au club de Mantes-la-Jolie, j'avais aucun partenaire de club de mon âge avec lequel je pouvais faire des équipages intéressants sur les championnats de France. Alors qu'à Mantes-la-Jolie, à Vernon, il y avait un petit groupe de 3-4 jeunes de mon âge, donc du coup, je pouvais totalement intégrer le club et faire des équipages hyper intéressants. Donc en semaine, tu faisais ta formation pour le bac au lycée Laplace, plus tes entraînements.
c'est ça? Ouais. Et puis après, tu repartais sur Vernon pour t'entraîner avec tes camarades? En fait, quand j'étais au lycée, mon père, il habite toujours en Picardie. Donc en fait, je faisais des allers-retours entre tous les vendredis soirs. Je devais prendre le train, retourner en Picardie, revenir le dimanche soir, et ainsi de suite. Je pouvais pas rester le week-end à l'internat. Il y avait quelques regroupements clubs où du coup, j'allais chez des potes de mon club pour pouvoir m'entraîner sur certains week-ends. Mais moi, j'allais pas passer tous mes week-ends toute l'année chez les autres, quoi. Enfin, c'était pas trop. Donc c'est pas quand trop même possible. un rythme particulier que tu as commencé à vivre. Ouais, complètement. Là, c'est un peu un style de vie, ouais. Oui, une certaine hygiène intense, de vie quand même, j'imagine, pour pouvoir tenir le rythme. Ouais, après là, du coup, ça va parce qu'en fait, au lycée, j'étais en internat parce que du coup, mon père il habite en Picardie, ma mère elle habite à Laval. J'ai personne sur Caen. L'hygiène de vie, t'as pas trop le choix, t'as pas de thunes, tu peux pas t'acheter un McDo ou quoi que ce soit. Tu manges le matin au lycée, le midi au lycée, le soir au lycée. Donc là, du coup, ça va. Ta journée est bien rythmée. Les emplois du temps, ils sont hyper cadrés. Il n'y a pas trop de place à l'improvisation, quoi. Donc 3 ans 3 ans de formation? Ouais, le lycée, quoi. 3 ans, c'est ça. 3 ans. En fin de lycée, je commence à avoir des résultats qui commencent à être un petit peu plus intéressants. Parce que quand je suis arrivé, j'étais très très loin d'être le meilleur. J'ai jamais été le meilleur d'ailleurs. Mais j'étais pas. Déjà physiquement, j'étais assez faible. Je suis grand, très fin. Enfin, j'étais très très fin. Je faisais 1m90 et je faisais à peine 70 kg. Donc du coup, j'étais pas... Et en plus, pendant ces années de lycée, j'ai eu la mononucléose. Ah oui, d'accord. Donc ça m'a un petit peu embêté sur une partie de ma formation. Tu as formation. un suivi médical particulier Alors en fait, il s'avère que on avait mis ça sur le dos de la charge d'entraînement qui était devenue très intense d'un coup. C'était un peu c'était un peu commun de se dire la première année elle est consacrée simplement à se préparer à encaisser les charges d'entraînement. Et du coup on s'est dit là ça va le faire les années suivantes et tout ça. Et en fait à un moment donné je commençais à vraiment être très fatigué. On avait des tests quand même assez réguliers, des tests médicaux assez réguliers pour faire un point physiquement, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas pas bien. Et en fait, à un moment donné, j'étais à 3,5% de masse grasse. Donc j'étais descendu hyper bas, quoi. J'étais vraiment très très sec. Après, j'avais toujours eu une morphologie très très sèche. Donc je m'en étais pas inquiété, personne ne s'en était inquiété. Et en fait, on avait fait j'avais dit là vraiment, je suis exténué, quoi. Genre, j'arrive pas à mettre un coup de pagaie avec de la puissance. Enfin, je suis rincé, quoi. Au début, je me suis dit, mais je voyais les autres, ça allait, quoi. Je me suis dit, putain, mais je suis éclaté, quoi. Enfin, je suis pas fait pour ça. Et en fait, j'avais la mononucléose parce que j'ai fait une prise de sang. Et en fait, quand tu as la mononucléose, ton corps développe des anticorps, je sais pas trop quoi. Et au bout d'un moment, en fait, tu sais que c'est passé quand tu les as. En fait, tu fais une prise de sang, tu regardes. Et puis du coup, si tu as, je sais même plus comment ça s'appelle, mais si tu les as, en fait, tu sais que c'est passé. Donc en fait, après là... T'es guéri en fait. Ouais, t'es guéri. Donc, du coup, c'était comme une petite mononucléose parce qu'il y en a, ça dure vraiment des années. Ils ont besoin d'un traitement hyper important, etc. Moi, ça s'est fait tout seul. J'ai pas pris de médicaments ni rien. Donc j'ai eu un peu de la chance, quoi. Et c'est ton corps qui s'est guéri lui-même en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc il a fabriqué les anticorps. C'était compliqué pendant une année, mais après, en fait, ça s'est bien passé. Mais bon, du coup, ça n'empêche que pendant la première année, je suis en pôle espoir et je vais au championnat de France et je fais des résultats qui sont pas top. Et là, en fait, tu as toujours ce truc-là en fait, avec les autres, parce que c'est un petit milieu, tu connais un petit peu tous les adversaires. Et du coup, tu arrives sur les compétitions, puis en fait, c'est un peu on a un peu catalogué, quoi. Ah, ça c'est les gens pas de l'équipe de France, mais des pôles espoirs. Donc s'ils font moins bien que nous, c'est qu'ils sont nuls, quoi. Et du coup, là, je faisais vraiment moins bien que tout le monde. Donc là, c'était un peu la honte, quoi. À un moment donné, je me suis même dit, mais je vais pouvoir revenir l'année prochaine ou pas, parce que là, je suis trop nul, quoi.
Finalement, bah, ça va que j'ai eu la sélection. Enfin, une fois que tu étais en pôle, tu avais ta chance sur les 3 années qui suivent, quoi. Mais si ça avait été une sélection plus restreinte, plus compliquée, et qu'il fallait reprouver tous les ans, là, j'aurais carrément pas pu reprouver. Et je me serais fait sortir et je serais retourné, je sais pas où. Et donc là, la formation est sur du moyen terme, sur 3 ans, et puis je veux dire, en s'appuyant sur un potentiel, en fait. Comment? Je veux dire, la formation que tu as reçue, enfin, tes formateurs, enfin tes entraîneurs, ne se sont pas centrés que sur tes résultats. Ils sont plutôt partis sur la question du potentiel que tu pouvais développer. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, ça a été une chance pour moi. Ça s'est concrétisé plutôt vers la fin de mes années lycée. Alors j'avais plutôt un profil sprint court, mais il s'avère que sur les championnats de France en 2012, je fais 3e sur 1000 mètres et 4e sur 200 mètres. Voilà. Donc, du coup, c'était plutôt positif. Ce que tu appelles le sprint court en kayak, c'est 200 mètres. C'est 200 mètres. Ouais, d'accord. 200 mètres. Donc 1000 mètres, déjà, c'est du plus. Ah ouais, c'est la moyenne long. Distance. Hein, Ouais. En athlétisme, on n'appelle même pas ça du sprint. Donc, Et un 200 mètres, ça se fait à peu près en combien de temps en moyenne? Autour de 40 secondes. Ah oui, donc on est vraiment sur de l'anaérobie à lactique à fond, enfin encore que. Ouais. Du coup, 40 secondes, c'est quand même un effort. Hein. Ça se rapproche un peu de la discipline que j'ai choisie après en athlétisme. Oui, justement. Voilà, c'est ça. Donc suite à ça, donc moi après j'ai intégré un DUT-TC, donc Tech de Co, là juste à côté à l'université. J'ai fait une première année normale, on va dire, enfin ouais, normale. Le pôle espoir, enfin le CSN n'était pas encore implanté à l'université quand tu as fait ça? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, et je crois qu'ils ne sont pas vraiment implantés. Hein. Si, il me semble qu'il y a des... Marc nous avait expliqué ça. Des conventions? Oui, il y a des conventions entre le CSN et puis l'université. Je crois que ça s'est fait en golf, entre autres. D'accord. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas ça. Il y avait... c'était un... Comment ça s'appelle? C'était avec le SWAPS. Avec le SWAPS, tu pouvais bénéficier du statut de sportif de haut niveau, bon niveau ou je sais plus, ou régional. Moi, j'étais en liste ministérielle à cette époque-là, et puis c'est ça qui fait... pour pouvoir dire que je suis sportif de haut niveau, il n'y a pas que la performance, il y a aussi est-ce que tu es sur liste ministérielle. Donc ça, c'est vraiment très très dur parce qu'en fait, les listes ministérielles, c'est vraiment hyper restreint. Et tu as des gens, ça se joue à rien. Enfin, c'est des gens dans les mêmes finales et tu en as un qui peut battre l'autre, ça peut se batailler tout le temps l'un contre l'autre. Et il y en a un qui est en liste ministérielle et qui a tout, il y en a un qui est pas en liste ministérielle, il est là rien, quoi. Donc tu avais quand même un statut de sportif de haut niveau. Ouais. Voilà. Reconnu par le SWAPS. Reconnu par le SWAPS, par le ministère des Sports déjà. Voilà. Et ça t'a permis sur ton DUT d'avoir un emploi du temps aménagé ou pas? Alors, l'emploi du temps aménagé... je lance la question qu'il faut. En TC, en fait, c'est pas un emploi TC, du temps... technique de commercialisation, pour ceux qui ne savent pas. Un emploi du temps aménagé à l'université, c'est pas on t'aménage ton emploi du temps, c'est tu peux ne pas venir en cours, après tu te démerdes, quoi. Donc moi, c'est clairement ce qu'on m'a dit. On m'a dit tu nous mets tes tranches d'entraînement. Donc moi, j'avais mis des tranches d'entraînement et j'avais un peu abusé. J'avais mis vraiment toute la journée comme ça. Je me suis dit, si un vendredi matin, après la soirée du jeudi soir, je suis un peu fatigué, j'aurais pas... Les étudiants comprennent ce que tu veux dire là. Ouais. Je me suis dit là, comme ça, je me couvre de tout risque d'absence injustifiée. Donc du coup, tu donnais tes tranches horaires d'entraînement et puis tu pouvais être absent sur ces tranches horaires-là. Mais en fait, il n'y avait personne pour... les profs, ils n'étaient pas au courant, il n'y avait aucun suivi de personne. C'est vraiment fait débrouiller. Je pense que ça a beaucoup évolué aujourd'hui depuis quelques années. Parce qu'il y a des conventions effectivement qui ont été faites entre le CSN, le SWAPS et l'université et différentes filières. Du coup, je vais en parler sur la deuxième année. J'ai bénéficié d'une convention un peu particulière. Mais en tout cas, sur la première année, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est rapidement se faire des potes et faire comprendre à ces potes-là que tu avais une vie un petit peu particulière et qui te donnent tous les cours, quoi. Alors, parce que du coup, moi, toute ma...
Si tu as fait le même DUT que moi, mais moi j'ai fait le DUT de TC aussi, on Ouais. a découvert ça la semaine dernière en faisant connaissance. Moi, à l'époque, c'était très très suivi au niveau du TC, au niveau de la filière de formation, avec ce qu'ils appelaient des cols, toutes les semaines quasiment. Je ne sais pas si toi c'était le cas. Non. Non, ça ne te parle pas ça? Non, mais en fait, ce dont j'aurais eu besoin, moi, à ce moment-là, c'était que déjà le corps enseignant il soit au courant de ma situation. De ta situation. Qu'il puisse me donner des contenus de cours ou quoi. Ok, en fait, là, c'était non, demande à tes potes, tes camarades, etc. quoi. Donc ça va, le DUT de Tech Deco, c'est pas une formation avec une concurrence, enfin, il n'y a pas un concours à la fin, c'est pas comme médecine. Médecine, tu te retrouves... Oui, c'est une formation en contrôle continu en fait. Hein. C'est ça. Et puis derrière, en fait, après, les concours d'école de... Enfin, c'est souvent, ça emmène vers les concours d'école de commerce. Mais tu n'as pas cette culture de là, c'est la compétition. Lui, ici, il n'y a pas d'histoire de classement déjà, à la fin de l'année, qui va t'impacter de près ou de loin. Donc, du coup, j'étais à l'abri de ça. Parce qu'en fait, en médecine, il y en a qui arrivent à faire un double projet médecine et vie de sportif de haut niveau. En médecine, c'est assez dur, hein, parce que vraiment, c'est des chiens, quoi. Il y a des faux cours qui circulent pour ceux qui sont absents pour qu'ils se loupent au partiel. Enfin, non, c'est vraiment une atmosphère qui est un petit peu différente. Donc du coup, moi, j'étais à l'abri. J'ai eu la chance d'avoir des gens très sympas toute ma scolarité pendant du DUT à la licence STAPS qui m'ont donné tous les cours sans aucune contrepartie. Je les remercie. Tu avais quand même l'obligation de faire des stages, au moins en deuxième année, non, me semble-t-il. Oui, alors la première année... Un stage de 2 mois, je crois, en fin de formation. La première année, c'est un stage de 3 semaines. Donc, ça va. Il y avait Décathlon à côté. Parce que moi, j'habitais Campus 2, là, juste à l'entrée du Campus 2. Donc j'avais toqué à la porte de Décathlon, ils m'avaient pris. Donc là, c'était 3 semaines, c'était tranquille. Décathlon était encore là à l'époque. Ils étaient encore là. Et la deuxième année, du coup, j'ai bien vu qu'en fait, c'était plus du tout compatible entre le volume d'entraînement. Je peux vous montrer le volume d'entraînement. À gauche, en fait, ça, c'est un plan d'entraînement type sur une semaine pour le kayak. À droite, c'est un plan d'entraînement type pour l'athlétisme. Je vais le détailler un petit peu après, mais vous voyez déjà, lundi matin, VMA, lundi après-midi, endurance, mardi matin, vitesse, mardi après-midi, muscu, mercredi matin, comment on pourrait appeler ça? Ça s'appelle l'endurance de base numéro 2. C'est plutôt de la... on est sur le haut du corps. C'est plutôt du race pace un petit peu, enfin des allures de course un petit peu sur du... je ne saurais pas trop trouver le terme technique, moi je ne suis pas trop là-dessus. Voilà, en gros, ça va, c'est plus rapide que l'endurance, mais c'est moins long. Après le matin, jeudi matin, jeudi matin, j'avais 15 km à faire. L'après-midi, j'avais une muscu. Le vendredi matin, j'avais 15 km encore à faire. L'après-midi, j'en avais 12. Le samedi matin, j'avais encore une VMA. 15 km en kayak, pour un athlète comme toi, ça représente à peu près combien de temps? 15 km en kayak, oui, c'est ça. Combien de temps ça prenait? Une séance comme ça, ça prenait à peu près 1h20, 1h25. Plus le temps d'échauffement, plus le matériel à mettre en place, ramasser le matériel. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était des séances d'au moins 2h30, quoi. Le kayak, ouais, c'est vraiment un sport qui est très contraignant là-dessus. C'est toute la préparation du matos. En fait, quand tu arrives, tu dois te changer, tu dois préparer ton bateau, tu dois aller... encore nous, ça va, voilà, quand on n'a pas trop à marcher, mais t'en as et des fois, ils doivent marcher avec leur bateau. Alors c'est vrai que quand on voit un emploi du temps comme le tien, là, sur le plan ne serait-ce que de la préparation, il reste plus beaucoup de place pour aller en cours. Bah ouais, non, du coup, j'y allais pas. Hein. Du coup, j'y allais pas. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui s'identifient à toi, là, mais ils ne sont pas sportifs de haut niveau, par contre. J'y allais pas, mais j'avais vraiment des gens très, très compréhensifs avec moi et qui m'ont bien aidé. Mais du coup, sur la deuxième année, j'ai bien vu que ça pouvait pas le faire. Enfin là, j'étais passé ric-rac la première année. La deuxième année, je suis allé voir donc du coup la responsable du département Tech Deco. Je lui ai dit, bah voilà, là, j'ai un statut sportif de haut niveau, j'aimerais bien pouvoir faire ma deuxième année en 2 ans.
Donc du coup, pouvoir étaler, faire une moitié une année, une moitié l'autre année. Donc du coup, c'était Frédéric Alfonsi, qui est toujours d'ailleurs à l'IUT, qui a été super compréhensive avec moi. Elle m'a dit, pas de problème, on va faire une convention. La convention, c'était vraiment, mais enfin, il n'y avait rien de carré, quoi. C'était vraiment un bout de papier, limite c'était à la main levée, quoi. Et tu vas faire tel cours. Tu as essuyé les plâtres, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, moi, j'avais aucun suivi. En fait, à la fin de l'année, il n'y avait pas. Donc, est-ce que tu as bien été au cours auquel tu devais aller? L'année prochaine, on revoit un petit peu s'il y a eu des manquements ou pas. Il faut que tu fasses ça ou ça en plus ou en moins. Il n'y avait vraiment aucun suivi. Tu n'avais pas de référent au sein de l'université pour t'organiser, pour t'aider? Ouais, non. Rien du tout. Et puis, j'étais pas du tout dans cette démarche-là personnellement, quoi. Moi, c'était, j'avais un bout de papier, c'était marqué la première année, je fais tel cours, la deuxième année, je fais tel cours. Je m'intéressais même pas aux cours que je loupais, ou si, enfin, j'étais vraiment pas très impliqué là-dedans. Pour moi, c'était carré, j'avais mon bout de papier, c'était signé de tout le monde. Et du coup, à la fin de la deuxième année, je reçois un mail me disant, Johan, t'as loupé tel partiel, tel partiel, tel partiel. Donc du coup, je fais, non, je comprends pas, j'avais pas ça dans ma convention. Donc je suis allé voir la directrice du département, elle me fait, oh mais t'inquiète pas, ils seront gentils avec toi, il faut que tu passes les rattrapages quand même, quoi. Donc du coup, c'était que des trucs pourris, c'était comptabilité, logistique, des trucs vraiment hyper techniques. Si tu l'as loupé, tu l'as loupé, quoi. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ça s'est bien passé parce qu'il y avait d'autres trucs où j'ai pu compenser, mais enfin, en tout cas, sur toute mon année de DUT et mon année de L3 STAPS, enfin mes années de L3 STAPS, ça a vraiment été du ric-rac, quoi. Je passais vraiment... Là, ce que tu expliques quand même, ça a dû te forger au niveau du caractère, parce que il a fallu quand même que... Bon, ça a été toujours ric-rac sur le plan des études, mais au bout du compte, tu passais quand même. Donc il a bien fallu que tu t'organises pour faire un minimum, on va dire. Ah oui, c'était vraiment le minimum. Sans pour cela être aidé, je veux dire. Ouais, non, ça va. Donc en termes de formation du caractère, c'est intéressant aussi de voir, j'ai un gros investissement sur le plan sportif. Puis de l'autre côté, j'ai quand même en tête qu'il ne faut pas que je rate mes études parce que ça pourra me servir plus tard, quoi. Oui, c'est sûr que quand tu fais un sport comme celui-ci, tu peux pas compter là-dessus pour ta vie future, quoi. Donc forcément, moi je voulais, en plus c'était déjà le cas à l'époque et c'est encore plus le cas aujourd'hui, avec un bac plus 2, un bac plus 3, c'est pas que ça n'a plus aucune valeur, mais en tout cas dans le marché du tertiaire, c'est pas très valorisé, quoi. Puis moi, c'est la raison pour laquelle les DUT ont été transformés en BUT. C'est ça. Et c'est des formations de niveau licence, maintenant de niveau bac plus 3 licence. Ouais. Néanmoins intéressant parce que après ton DUT, tu glisses quand même vers une L3 STAPS. Donc ça veut dire que tu as un système d'équivalence ou un système qui te permet de basculer d'une formation à bac plus 2 vers une formation à bac plus 3. Oui. Là, ça, c'était... moi, je vais vous raconter. En fait, donc, à la fin de ma deuxième année, donc, ma troisième année de DUT, là, l'aménagement, il a vraiment commencé à porter ses fruits. Parce que mon niveau, il a commencé à progresser petit à petit. Alors, malheureusement, en 2015, je me fais une blessure au bas du dos. Je me fais un début d'hernie discale. Donc du coup, je me retrouve un peu paralysé, quoi. Je peux plus m'asseoir dans un bateau, je peux plus en gros, t'es un peu recroquevillé sur toi-même, quoi. Donc t'as pas trop de possibilités de compenser. C'est pas possible. Donc du coup, pendant plusieurs mois, j'essaye de trouver des solutions. J'ai vraiment été tellement désespéré, je suis carrément allé voir un magnétiseur. J'ai vraiment fait tous les trucs possibles. Je suis allé voir tous les médecins, j'ai fait toutes les échographies, les radios, les scanners, les IRM, j'ai tout fait. Et en fait, parcours classique du combattant. Voilà. Et du coup, comme je ne pouvais plus monter sur l'eau, je ne pouvais plus faire de machine à pagayer, je ne pouvais plus faire de quoi que ce soit en position assise recroquevillée. Je ne pouvais même pas courir, parce que courir, ça me faisait hyper mal au bas du dos. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant ces quelques mois,
Alors je saurais plus vous dire aujourd'hui, ça date un petit peu combien de temps ça avait duré, mais c'était au moins 2-3 mois. Pendant ces 2-3 mois, je me suis vraiment je me suis renforcé comme je pouvais en musculation, quoi. J'ai fait tous les trucs que je pouvais. J'ai testé toutes les positions dans lesquelles je pouvais faire un exercice ou pas. Après, j'ai commencé à sélectionner. Tu avais un suivi médical avec un kiné ou un ostéo Ouais, j'avais un suivi médical avec un kiné, mais c'était pas. Franchement, c'est pas ça qui m'a vraiment aidé. Et puis, c'est compliqué parce que quand vous avez une blessure, c'est hyper difficile de pointer avec précision le truc qui a changé la donne. Parce que tu vas faire tout un tas de choses et un jour tu vas faire un truc et ça va aller mieux et tu vas mettre tout le bénéfice de ta récupération sur ce truc que tu as fait, quoi. Il n'y a pas forcément quelque chose de scientifique derrière tout cela. C'est ton corps qui réagit en conséquence des événements, peut-être? Si, je pense quand même que la récupération suite à une blessure, c'est hyper scientifique. Après, je pense que c'est quand même plutôt une histoire d'accompagnement et de suivi, quoi. Là, il n'y avait pas une structure qui communique entre elles pour dire, bon bah voilà, cette personne-là, elle a ce problème-là, comment on va essayer de la remettre sur pied dans un délai dans le délai le plus court possible, quoi. Et en fait, c'était plutôt à moi d'aller voir à droite à gauche, de faire plein de trucs, et j'avais pas du tout les connaissances, les compétences, ou une personne référente qui a peut-être vu ce genre de situation, qui peut me dire, bah voilà, le parcours un peu à suivre, vers quoi tu dois aller. En gros, on te dit, bah, faut que tu ailles chez le kiné, faut que tu ailles faire ci, faire ça, mais personne ne suit, quoi. Donc du coup, là, je progresse pas vraiment sur l'eau, je progresse beaucoup en musculation, du coup, à ce moment-là. Et en fait, ça m'a un peu aidé quand même, parce que pour les sélections équipe de France, il y a avant d'arriver aux sélections équipe de France, où là, c'est vraiment que des tests en confrontation en kayak, sur la distance visée. Avant ça, il y a un pré-test. Et dans ce pré-test, il y a toute une partie sur la musculation et la course à pied. Donc la musculation, c'est un test, un maximum de reps en 2 minutes sur du développé couché et sur du tirage planche. Tirage planche, c'est comme le développé couché, sauf que l'eau est allongée sur le dos, tu es allongé sur le ventre. Le banc, il est plus haut, et tu as une barre et tu la tires vers toi. Et en fait, c'est un résultat au tonnage. Donc en fait, tu dois faire un maximum de tonnes. Donc tu as pour les hommes, c'était tu as un poids, tu as une tranche de poids que tu peux choisir. Donc tu peux prendre en développé couché, tu peux prendre entre 40, 45 et 50 kg. Et en tirage planche, c'est 35, 40 et 45. Donc là, c'est un peu stratégique, c'est en fonction de chaque personne. Il y en a, ils vont réussir à être beaucoup plus rapides avec 5 kg en moins. Ils vont faire beaucoup plus de reps que s'ils mettent 5 kg en plus, c'est un peu leur limite. Et là, ils vont faire 20, 25 de moins, quoi. Donc du coup, là, ton expérience liée à ta rééducation, quelque part, te permet de réussir ces tests. Ouais. Bah, du coup, après, c'était quand même quelque chose qu'on préparait depuis super longtemps. Dès le lycée, déjà, tous les trimestres, on avait ce test-là. On faisait un test tous les trimestres. Donc tu faisais un maximum en développé couché, une rep. Un maximum tu récupérais 15-20 minutes, 30 minutes, le temps qu'il te fallait. Après, tu faisais le maximum de rep à 80% de ton maximum, une rep. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Si c'est clair? Ça va? Ok. Et ensuite, derrière, tu dois faire le test, le fameux test que tu as sur les présélections aux sélections équipe de France. Tu fais ton maximum de reps en 2 minutes avec 50, 40 ou 45 kg. Et pareil pour le tirage planche. Après, tu as un test sur 5 km en course à pied. Et un autre jour, tu avais un test sur 200 mètres et 500 mètres. Et donc ces tests, alors, tu les as réussis? Du coup, cette année-là, je les ai super bien réussis. J'ai réussi à accéder aux sélections équipe de France, mais ça s'est vraiment joué à 3 semaines. J'ai pu remonter dans le bateau genre 3 semaines avant, quoi. Et en fait, le 200 mètres, c'était une nouvelle discipline à ce moment-là. Elle devenait olympique en 2012. Elle est devenue olympique en 2012, donc du coup, c'était
c'était plus facile de revenir après blessure sur un effort de 40 secondes que sur un effort de 1 minute 20, où là, il faut travailler beaucoup plus de sa caisse, etc., quoi. Donc là, du coup, ça s'est super bien goupillé. Donc j'ai réussi à aller aux sélections. Ça arrive à la fin de ton DUT ou tu es déjà en Ça arrive licence? totalement à la fin du DUT. D'accord. Les tests, c'est en avril. Ouais, c'est en avril. Et après, en fait, une fois que tu es sélectionné ou non, tu es sélectionné pour toute la saison internationale. Donc ces tests-là se sont plutôt bien passés, mais pas de quoi me sélectionner en équipe de France, malheureusement. Et au championnat de France en 2015, du coup, on arrive fin 2015, vers juillet, je fais des plutôt bons résultats tout seul, parce qu'en fait, en kayak, il y a plusieurs bateaux, c'est un peu comme, comment dire, l'aviron. Je ne sais pas si tu connaissent, en gros, Oui, on a eu le technicien de la Ligue d'aviron il y a 3 semaines à peu près, qui est venu nous expliquer son métier de technicien à la Ligue et de tous les enjeux de l'aviron en milieu sportif. Ouais. Bah, du coup, le kayak, c'est un peu pareil. En gros, il y a 1 place, 2 places et 4 places. Et donc, du coup, en kayak 2 places, là, sur 200 mètres, avec mon frère, on a fait vice-champion de France. C'était un petit peu particulier parce que il y avait pour la première fois, c'était une première en France, en fait, il y avait un Belge qui s'est licencié dans un club français. Et on était tous un peu, mais what? Qu'est-ce que tu fais? Sauf que ce Belge-là, c'était un mec qui était super fort, il avait fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Et comme en Belgique, il y avait un niveau pas très élevé, il s'est dit, bah tiens, je vais aller faire aussi les championnats de France en France, quoi. Et donc du coup, sauf que il a bien choisi son club, il s'est mis dans le club du gars qui a fait vice-champion olympique à Rio. Donc du coup, les deux ils étaient ensemble, ils nous ont battus. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais ça nous a fait louper une médaille d'or. Et suite à cette médaille, finalement, bah, du coup, la fédération elle a un peu revu les choses et elle a dit, bon, bah, finalement, on va te sélectionner en équipe de France. Donc du coup, là, je suis content. Sauf qu'il n'y avait aucun texte sur les conditions de sélection en équipe de France qui précisait ce genre de situation. Et en fait, je ne pouvais pas l'anticiper. Du coup, je me suis retrouvé à la fin de mon DUT. J'avais un peu des œillères à ce moment-là, je voyais pas trop, je m'intéressais pas trop à l'avenir. Et du coup, j'arrive à la fin de mon DUT, je suis au mois de juillet comme ça, puis je fais, j'ai lâché mon appart à Caen, et j'ai rien l'année prochaine. Je me dis, en fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, je me suis retrouvé dans un truc où je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas du tout réfléchi, quoi. Donc là, je reçois le mail de la Fédé me disant, bah voilà, bravo Yohan, t'es sélectionné en équipe de France. En septembre, tu vas faire la championne d'Europe. Donc du coup, je suis chez mon père. J'ai plus de quoi m'entraîner pour les. T'as plus le pôle à ta disposition. J'ai plus rien. CSN. J'ai plus rien. Donc du coup, là, je me dis, mais attends, comment je vais faire déjà pour me préparer pour les championnats d'Europe? Et là, la Fédé, elle ne te propose pas de t'aider. Non. Vraiment, on est dans l'amateurisme complet, quoi. Ah, mais oui, total. Enfin, là, rien que pour les Jeux Olympiques de Paris, la fédération, s'était totalement désengagée de la préparation des athlètes qui allaient aux Jeux Olympiques, quoi, à Paris. Justement, Donatien Morvan nous disait en aviron qu'il y avait eu un problème parce que l'aviron représentait plutôt bien la France aux Jeux Olympiques d'habitude. Ouais. Et là, ils ont fait de totale contre-performance à cause de préparation un peu aléatoire, quoi. Bah, du coup, je ne sais pas trop comment ça s'est passé dans la fédération d'aviron, mais en tout cas, dans la fédération de kayak, je sais comment ça s'est passé. Il n'y avait plus de coach. Ils ont eu un peu ce problème-là où ils avaient pris un coach qui ne correspondait pas à la mentalité des sportifs et ça a créé pas mal de soucis, quoi. Ok, bah là c'était un petit peu la même situation, il n'y avait pas de coach, il n'y avait plus de stage, il n'y avait plus aucun financement pour les stages, donc ils payaient tout sur leur fonds propres. Évidemment en hiver les conditions ne sont pas très bonnes en France, donc du coup il fallait se déplacer par exemple en Espagne. D'habitude ils pouvaient les années d'avant, alors qu'il n'y avait pas
c'était pas une année olympique. La fédération, elle payait les billets d'avion, elle louait les bateaux sur place, enfin, il y avait l'hébergement, tout était pris en charge, quoi. Là, il fallait qu'ils se débrouillent, il fallait qu'ils prennent un minibus qui traverse la France pour aller jusqu'en Espagne, pour trouver les bonnes conditions tout seul, quoi. Enfin, donc du coup, là, pour l'équipe de France, moins de 23 ans, c'était pas du tout un problème. C'est en gros, là, tu te débrouilles, quoi. Tu trouves des solutions. Donc, du tu coup, as j'ai trouvé une participé à ces solution. championnats d'Europe quand même? Oui, j'ai participé. Du coup, j'ai trouvé une solution. Donc, du coup, je me suis rapproché de quelqu'un, du coup, dans mon club, à Mantes-la-Jolie, qui m'a hébergé pendant 2 mois et demi. Mais encore là, j'étais vraiment concentré que sur la championnat d'Europe. Et j'avais à aucun moment, en fait, pour moi, j'allais en SAPS à ce moment-là. En juillet 2015, il y a quelqu'un qui me fait, mais du coup, tu fais quoi l'année prochaine? Je fais, ah bah ouais, bonne question, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc du coup, je me rappelle que la directrice du département technique de commercialisation m'avait parlé de la L3 management du sport. Je me dis, bah, pourquoi pas, c'est un peu ça peut être une continuité de ma formation dans le commerce. Y a moyen de faire une passerelle, il y a des ponts qui peuvent se faire, pourquoi pas. J'appelle l'université quand elle réouvre, parce que je crois que pendant l'été, quand même, elle ferme. C'est pas facile. Ouais. Donc du coup, j'appelle l'université Du 20 juillet au 15 août, ouais, voilà, il n'y a personne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, mi-août, je contacte l'université. Je tombe j'arrive à trouver un numéro pour avoir quelqu'un au téléphone. Et donc je lui dis, ouais, bah voilà, en gros, je voulais m'inscrire. Il fait, mais tu te fous la gueule de qui, toi? À quel moment t'appelles en août pour septembre? C'est dans 15 jours. Ah oui, puis en plus, je vais venir, mais avec 1 mois de retard. Donc du coup, elle n'était pas très très chaude, la personne que j'ai vue au téléphone. Elle m'a dit, bah écoute, tu verras, tu déposes un dossier, puis on étudiera ton dossier, et puis voilà. Du coup, là, j'avais vraiment de la chance parce que j'étais sélectionné en équipe de France, j'étais toujours en liste ministérielle, et c'est vraiment, alors c'était vraiment une chance, mais c'est aussi un truc qui m'a vachement, comment dire, qui m'a rendu peu autonome, quoi. Je me suis totalement désengagé de tout parce qu'en fait, pendant du lycée jusqu'au DUT, le fait d'avoir la carte sportive de haut niveau, mais je passais partout en fait. Genre j'arrivais, on me disait non, tu peux pas y aller, hop, je suis sportif de haut niveau. Ah, ça faisait chier tout le monde, mais du coup ils n'avaient pas trop fait, mais c'est passé, quoi. Donc là, c'est encore ce qui s'est passé. Donc du coup, j'arrive avec 1 mois de retard, j'arrive en octobre, la rentrée c'était en septembre, voilà, c'est ça. Donc du coup, j'arrive au secrétariat, il faut que je choisisse mes spécialités. Sur les premiers semestres, sur le semestre 1, semestre 2, il fallait choisir un sport aussi. Du coup, j'avais choisi lutte et KASEM. D'accord. Voilà. Donc, D'où l'importance pour la suite d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, donc les championnats d'Europe, la préparation pour les championnats d'Europe, elle se passe vraiment super bien. Les conditions météo, elles étaient top. Évidemment, c'était l'été. En plus, il y avait peu de contraintes. Il y avait peu de vent sur tous ces 2 mois-là, et vraiment le vent en kayak, c'est vraiment un truc super chiant. Donc du coup, la préparation, elle se passe magnifiquement bien. J'arrive au championnat d'Europe, donc j'étais en équipage, on était en 2 places sur 500 mètres. On fait 10e, quelque chose comme ça. Rien de fou, mais bon, c'est une première expérience. J'en étais satisfait pour ma première année. Et là, je décide de vraiment m'investir à 100% dans mon projet sportif. Je me dis, là, j'ai réussi à ouvrir les portes de l'équipe de France. Ça fait des années que je vois tout un tas de monde qui réussissent, qui font des super résultats. C'est tous mes potes du pôle. Tout le monde y va. Tout le monde. Non, une grosse partie y va, et moi, je reste sur le côté. Je veux pas que ça s'arrête là, quoi. Donc du coup, je m'investis à fond dans le kayak, dans ma préparation, etc. Je me rapproche d'un gars qui est à Caen, qui avait fait plusieurs fois les Jeux Olympiques et qui se préparait encore une fois pour les Jeux. Donc là, c'était pour Rio, du coup. 2020, ouais. Non, 2016, pour Rio. Ah, 2016, ouais. D'accord, il était encore en 2015. Ouais. Donc là, du coup, je me dis, là, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Je vais, comme la continuité de ce que je vous ai dit, je ne vais pas trop en cours.
juste les 2 premiers mois, histoire de trouver mes 2-3 personnes qui vont me donner les cours sur tout le reste de l'année. Je trouve mes 2-3 personnes qui me donnent les cours sur tout le reste de l'année. Mais vraiment, là, j'ai vraiment eu ce péché d'orgueil, enfin, c'est vraiment cette arrogance de me dire qu'en fait, là, je pouvais tout faire, quoi. C'est bon, je viens pas en cours, et quand je viens, ça m'intéresse. En plus, moi, enfin, après, c'était pas la même filière que vous, mais moi, j'ai pas du tout aimé. La licence TAPS, c'était pas du tout concret. Il y avait, c'était à l'opposé en fait de ce que j'imaginais, et en fait, je me suis dit, mais en fait, dans cette formation-là, tu sors, t'as pas de travail, quoi. Tu sais rien faire. Tu n'as aucune connaissance qui sont transférables dans le monde du travail, et qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc du coup, j'espère que nos collègues de MDS ne nous entendent pas. Je m'en empêchais pas de le dire. Je me suis pas mal embrouillé avec les profs de management du sport et tout. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a longtemps, ouais. Non, mais je pense qu'ils sont toujours là. Mais donc déjà, je venais pas beaucoup. Et en non, mais comme quoi, là, c'est drôlement intéressant, Johan. Parce que, voilà, tu es sportif de haut niveau, tu as une rigueur dans ton investissement de sportif de haut niveau. Ouais. Tes études, tu as toujours bénéficié de ce statut de haut niveau qui te permettent quand même de passer différentes étapes, le DUT, le bac, et puis tu arrives dans une licence avec peut-être une plus grande maturité, on va dire, et là tu te rends compte qu'il y a un décalage peut-être avec ce que tu aimes, le concret qui est sur le terrain, et puis la formation universitaire qui est beaucoup plus théorique. Ouais, alors j'avais plus de maturité au niveau de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ouais. Par contre, j'avais pas du tout de maturité dans l'investissement, dans la façon de gérer les choses et de dire les choses, quoi. Voilà, donc je me suis pas j'ai pas mis vraiment toutes les chances de mon côté avec les profs. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Ouais, hein. C'est ça. Donc du coup, l'année elle a été quand même hyper compliquée parce qu'en fait, je me suis investi mais à 100% et le résultat, ça a été catastrophique. Vraiment, c'était mes 0 de chez 0. 0 médaille, 0 sélection équipe de France, 0 diplôme. je suis arrivé, j'ai vu mon bulletin, je fais ah ouais, 5, ça fait mal. Hein. Du coup, j'étais là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, Donc une sorte de remise en question, quoi. Ah bah là, je me suis vraiment remis en question fort, quoi. Je me suis dit, mais t'es trop bête, quoi. Genre, t'as ouvert ta... Ah, c'est vraiment intéressant, parce que tu trouves pas d'excuses pour l'extérieur, c'est vraiment toi qui trouves. Ah ouais, complètement. Ce qu'on appelle un esprit de développement, en fait. Hein. Après, un état d'esprit de développement. La formation, j'ai jamais eu même en prenant du recul, je me suis jamais redit finalement c'était pas mal. J'ai toujours trouvé ça pas du tout à mon goût. Mais ouais. Une question? Oui. On va prendre le micro parce que. Et c'était en quelle année cette remise en question? Bah du coup, on est là en STAPS, et en fait, du coup moi, vu les résultats dont je vous ai fait part, j'ai évidemment redoublé. C'était obligé. Donc là, c'était vraiment fin d'année scolaire 2016, donc vers, parce que moi évidemment j'étais au rattrapage. Le rattrapage c'était genre vers mai, juin, un truc comme ça. C'est mai, juin. Donc vers mai, juin, juillet. Donc juillet c'est toujours la période des championnats de France, donc je fais les championnats de France. En plus, au championnat de France, il y a un autre petit truc qui rajoute la petite goutte qui fait déborder le vase. En fait, ça fait genre 3 ans ou 4 ans qu'avec mon club, on fait 4e sur le 200 mètres en 4 places. Et ça me fout les nerfs, mais de fou, quoi. À ce moment-là, genre, là, ça m'a foudroyé en fin d'année. Là, je me dis, putain, mais t'as rien, quoi. T'as fait le malin, tu te l'as raconté toute l'année à dire que ça allait faire, que tu allais en équipe de France et tout. T'as rien fait du tout. Tu t'es fait éclater partout, en cours, en sport. T'as rien fait du tout. Donc là, je me suis dit, mais et là, il faut que tu réagisses fort. Donc du coup, j'avais 2 solutions. Enfin, pour moi, j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi. C'est, ok, STAPS, j'ai détesté. Par contre, au rattrapage, j'ai validé pas mal de cours. Donc du coup, je me dis, si je redouble, je peux toujours continuer à essayer de rattraper les choses. Je peux toujours me dire, bah là, j'ai plus beaucoup de cours l'année prochaine, je pourrais toujours m'entraîner autant,
et faire les derniers cours qui restent, quoi. Ou alors je vais dans une autre formation, je fais autre chose. Je me suis dit, si je fais autre chose, ça va être une formation dans laquelle j'aurai plus d'emploi du temps aménagé. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas dans l'optique d'arrêter, quoi. Donc je me dis, là, j'aurai plus d'emploi du temps aménagé. Les études qui m'intéressaient, c'est plutôt des études de commerce, etc. Donc je me suis dit, donc là, je vais devoir raquer une année d'école de commerce. J'étais moyen chaud de payer 10 000 € une année. Et donc du coup, je me suis dit, allez, tu prends sur toi, tu y retournes, tu redoubles, et tu retentes le truc, quoi. Et moi, déjà, en 2015, j'avais quand même fait un choix stratégiquement peu intelligent. Je me suis mis en coloc avec quelqu'un qui n'était pas du tout sportif, qui n'avait pas du tout le même rythme de vie que moi. Et c'était mon super pote, vraiment, on s'entendait super bien, on n'avait pas du tout le même rythme de vie. Et du coup, lui, c'était plutôt la fête, etc. Et donc, du coup, en fait, moi il m'a fait câbler, quoi. Moi, vraiment, il m'a fait câbler. Je me suis retrouvé dans des Là, on est dans le vécu, c'est super. Hein, ouais. C'est dans le témoignage, je pense que ça parle à certains d'entre eux, là, d'ailleurs. Il avait pas du tout le même rythme de vie que moi, et en fait, c'était pas du tout compatible avec les objectifs que j'avais, quoi. Et mais encore une fois, j'ai pas eu la maturité de me dire, bon là, tu reprends une autre décision, tu coupes et tu vas ailleurs, quoi. Donc du coup, je suis resté là-dedans, et ce qui m'a pas du tout aidé en fait pour l'année d'après non plus, parce qu'en fait, les résultats, ils n'ont pas été meilleurs. Bon, j'ai validé mon année, vraiment en ric-rac, mais je l'ai validé quand même. Mais tu l'as validé. Mais je l'ai validé. Ça, c'est important. Et du coup, à la fin de cette année scolaire-là, donc là, on est en 2017, je me dis, mais là, c'est pas possible, quoi. Genre, t'aimes pas ce que tu fais en cours, t'aimes pas du tout. Et là, je me suis vu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à un moment donné, vous êtes là dans votre vie, vous faites un truc et vous vous voyez, un peu comme dans il y a eu une trend là avec Bref. Je me suis assis 30 secondes et finalement, ça durait 20 ans. J'étais là, je me suis dit, mais attends, là, ma vie, ça va être ça va être genre détester ce que je fais. Non, c'est pas possible. Je me suis dit, mais si je vais travailler dans un truc qui ressemble à ce que je vis en management du sport, mais je vais me tirer une balle, quoi. Genre, c'était pas possible. Je me dis, il faut vraiment que tu fasses un truc que t'aimes. Alors, faut vraiment que tu fasses un truc que t'aimes. Si je puis me permettre, Johan, mais moi j'ai eu exactement la même chose à 22 ans. Avec mon DUT de technique commerciale, je me retrouve dans une entreprise comme commerciale. Ouais. Et au bout d'un mois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je démissionne, alors que je gagnais bien ma vie. Et en me disant, je ne me vois pas à 50 ans commercial dans cette entreprise-là. Ouais. Et il y a des moments comme ça, où on s'assoit et on se dit, mais faut que je me bouge, quoi. Ah bah clairement là, il fallait que je me bouge parce que sinon j'aurais pas kiffé la suite, quoi. Et du coup en STAPS, comme j'en avais parlé un petit peu avant, bah du coup il fallait choisir des spécialités. Enfin non, ma spécialité c'était évidemment kayak, mais il fallait choisir d'autres sports pour la pratique, quoi. Je sais même plus dans quel UC ça se calait, mais en gros il fallait choisir un sport. Moi j'avais choisi lutte et KASEM. Et en fait en KASEM c'était athlétisme et c'était un test aussi sur la détente sèche. Voilà. Donc je sais que des fois ça change d'une année à l'autre, des fois il y a des pentabons, des 200 mètres haies, je sais pas quoi. Donc du coup j'arrive au cours de KASEM avec Luro, c'est ça? Jean-Baptiste Luro. Qui est toujours prof ici. Ouais. Donc là du coup je vois. Tu vois ce que tu dis? Ouais, je vais faire attention. Non mais du coup j'arrive là, je vois Luro avec son beau kawaii de voile qui fait un peu sa marque de fabrique. Donc du coup déjà il nous explique, bon bah voilà, le cours ça va consister en ça. Et en fait quand il explique le truc, je me dis mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça ne s'adresse pas à nous les managements du sport, quoi. Donc là il y a quelqu'un qui pose la question et puis il fait ah ouais en fait les managements du sport, vous êtes un peu dans la merde parce qu'en fait vous devez l'objectif du cours c'est de préparer vos séances avec ce que vous voyez en cours à côté et vous êtes évalué sur vos résultats sportifs et sur le plan de préparation que vous avez fait, quoi. Sauf que moi j'étais en management du sport,
Enfin, je fais pas de prépa physique, je fais pas d'entraînement, j'y connais rien, quoi. Enfin, à part d'expérience. Donc du coup, je me retrouve là-dedans. Mais quand même, ça me plaît bien. Puis en plus, j'ai eu la bonne idée de me mettre en binôme avec un autre mec de management du sport. Donc on était super bien pour la prépa, ça s'est super bien passé. On a fait un dossier, c'était vraiment au top. Mais du coup, par contre, la préparation physique, ça se passe bien. Je kiffe bien l'athlète et tout. Et je me dis, tiens, je vais en faire en complément. Parce que comme vous l'avez vu dans le plan que je vous ai montré un petit peu, des fois, il y a de la course à pied, etc. Là, dans d'autres plans d'entraînement, des fois, il y a de la natation. Tu peux faire pas mal d'autres choses. Tu as certaines libertés un petit peu dans ton plan d'entraînement sur certains entraînements. Du coup, moi, comme j'aime pas courir 30 minutes, 1 heure, je me suis dit, je vais faire de l'athlé. Donc du coup, sur l'année 2016-2017, je suis allé voir du coup, le club de Mondeville. J'ai eu un hiver comme ça, je pousse la porte de la halle de Mondeville. Vous êtes déjà allé à la halle de Mondeville? Non? Normalement, oui, non, il n'y avait plus de cours. Ah ben non, parce que maintenant, il y a le stade du campus 2, là, du campus 1. Ah oui, c'est vrai. Qui est fonctionnel, là, qui est très très bien. Oui, c'est vrai ça. Après, parce que c'est pas couvert, mais bon. Et puis l'hiver, je crois qu'il y a moins de pratiques athlètes. Elle commence maintenant, d'ailleurs. D'accord, ok. Donc du coup, sur l'année scolaire 2015-2016, je kiffe bien. Je me dis, je vais en faire en complément. Donc j'y vais dans un club. Parce que pendant ma pratique, pendant les entraînements que je faisais pour Casem en 2015-2016, je croise un gars sur la piste qui me dit « Ah bah… » Et vous ne faites pas avoir si jamais ça vous arrive, mais il me dit « Ah ouais, bah t'as du potentiel et tout, faut que tu t'inscrives au club de Mondeville, faut que tu t'inscrives au club quoi. » Et moi j'étais là en mode « Ah ouais, j'ai un potentiel et tout, c'est lui qui me l'a dit. » Sauf qu'en fait, après je me suis rendu compte qu'il dit ça mais à tout le monde. Il dit ça mais à tout le monde. Quand, faut faire du licencié, quoi. Exactement, faut faire entrer des licenciés. Et surtout, vous ne faites jamais avoir sur le mois d'avril, si vous croisez un athlète qui vous dit que vous avez des qualités, c'est un bourbier. Le mois d'avril, il ne faut pas faire confiance à un athlète qui vous dit que vous avez des qualités. C'est parce que certainement, dans son club, ils ont un trou dans une discipline aux interclubs. Oui, pour les interclubs. C'est ça. Pour le sport d'équipe. Exactement, je vais vous expliquer après ce que c'est. Et en gros, donc, du coup, il me dit, ouais, bah… Donc il m'avait parlé du club de Mondeville, du coup je vais m'inscrire à Mondeville. Enfin, même avant de m'inscrire, j'arrive, je pousse la porte, j'avais regardé les horaires sur le site internet, je vois 18h entraînement, tel groupe, le groupe senior, machin. Donc j'arrive, je vois déjà il n'y a personne, donc je me dis bon bah ça commence mal, j'arrive pas au bon moment. Au final, j'étais juste arrivé un petit peu en avance, mais je trouve un coach. Je trouve un coach et puis je lui dis bah salut, je veux faire de l'athlé quoi. Et puis il me dit bah ok, on va faire un test, on va voir ce que tu vaux. Et en gros, il me dit vas-y, va t'échauffer. Sauf que moi je comptais sur lui pour me dire pour m'apprendre quoi. Parce que j'avais vu en STAPS en fait, personne m'avait appris quoi que ce soit. Je m'étais renseigné sur internet. Moi je comptais vraiment sur lui pour me dire. Surtout que en kayak et en athlétisme, les échauffements, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, il me dit, va t'échauffer. Je fais 10 pas, je reviens en arrière, je fais, bah, on s'échauffe comment? Qu'est-ce que je fais? Donc là, déjà, il me regarde, il lève les yeux au ciel, il fait, oh. Je fais, bah, tu tournes 5-10 minutes, cours 5-10 minutes et tout. Je fais, ok. Je pose mes petites affaires, je vais faire mon petit tour. Et après, bah, petit à petit, il y a ces athlètes qui arrivent. Et puis… Et en fait, il commence à donner les séances à tout le monde comme ça. Donc toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire des blocs, toi, tu vas faire une VO2, machin, machin. Il commence à donner un petit peu d'exercice à tout le monde. Et puis moi, je suis là comme ça, j'attends mon tour. Il se bat. Je lui dis, bah moi, je fais quoi et tout. Il fait, bah on va faire des tests en bloc, tu vas faire comme lui. Il me dit, bah mets-toi en short et puis on va faire ça. Je me mets en short, il me regarde, il me fait, ah ouais, t'es handicapé en fait, t'as un problème au niveau des jambes. Et là je lui dis bah non. non, je suis pas handicapé, il faut que tu dises ça. Belle première expérience. Hein. Ah ouais, non mais ça a vachement bien accroché direct. Il me regarde, il me fait mais bah si, qu'est-ce qui t'arrive aux jambes en fait? Là je lui dis bah rien, il m'arrive rien aux jambes. Il me fait mais non mais
il me dit, je crois que tu n'as jamais regardé ton corps entier, quoi. Parce qu'il me dit, mais regarde ton haut du corps, regarde tes jambes. Et je lui dis, ah ouais, bah, moi je fais du kayak. Et là, il fait, oh, il se prend la tête comme ça. Et il fait, ah ouais, non, mais on va jamais rien pouvoir faire de toi. Enfin, c'est pas possible. C'est vraiment, regarde et tout. Donc là, le potentiel, il avait largement diminué, quoi. Ouais, là, j'étais pas dans une optique de performance. Hein. Alors qu'en STAPS, j'avais donc du coup il y avait le 200 mètres à faire, j'avais gagné. Et du coup je m'étais dit, je suis chaud quoi. Du coup je m'étais dit, je suis un peu chaud. Et en fait, bah pas du tout. Et mais là, ça il me l'a fait comprendre très rapidement. Et donc en gros il me dit, mais là tes jambes, t'as un vrai problème, Donc je fais un petit test. Le problème de tes jambes, c'était quoi? C'était pas assez musclé? Ah ouais, non, mais en fait, là du coup, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je fais du kayak. Ouais, donc les membres inférieurs étaient moins développés. J'ai jamais fait un seul squat en fait, j'ai jamais rien fait, j'ai pas du tout travaillé les jambes de toute ma vie quoi. Et du coup, ben, je fais quand même le test, il me dit ouais c'est pas mal machin et tout, bah écoute reviens t'entraîner quand tu veux etc. Je reviens la fois d'après, il me regarde et puis il me fait bah là j'ai pas trop le temps et tout, va t'entraîner avec elle, machin. Il me pointe une autre coach. J'apprends quelques mois plus tard que c'est une coach qu'il déteste. Une coach qui peut pas blairer. Donc en fait, en gros ce que j'apprends c'est qu'il m'a envoyé, il m'a vu, il m'a dit je vais rien pouvoir en faire, va avec celle que j'aime pas là-bas, va te débrouiller. Et du coup je fais un entraînement avec elle, ça se passe super mal. J'aime pas du tout, il n'y a pas de feeling, donc du coup ça se passe pas bien. Je me dis non vraiment je vais m'entraîner avec ce premier coach là. Donc je vais le voir, je dis non, moi c'est avec toi que je vais m'entraîner et tout. Donc après je reviens et puis d'un moment il s'habitue à ma présence et juste en gros il me dit bah fais comme lui. Et en fait il repère il y avait 2-3 gars dans le groupe à ce moment-là. Il me dit bah tu vas t'entraîner avec eux, fais comme eux. Mais eux, il était un petit peu, avec eux, il était un petit peu plus précis quoi. Il disait bah toi fais attention à ça, là toi fais attention au départ, toi c'est vraiment la fin de course, faut pas que tu te désunisses. Bah, il commençait à donner des conseils. Et puis en fait une fois qu'il avait fini avec tout le monde, il me regardait, il faisait allez on y va. Et donc du coup vraiment il y avait rien quoi. Donc vraiment aucune considération, vraiment il se fout de ma gueule. Et pourquoi je vous dis en avril, faites attention, en avril, je reviens. Donc j'avais passé les sélections équipe de France, etc. Je faisais encore du kayak, pas les sélections équipe de France d'athlètes. Hein. Je faisais encore du kayak, j'avais passé les sélections équipe de France. Donc pendant 2-3 mois, pendant 1 mois et demi, il m'avait pas trop vu. Je reviens et puis il me fait. Déjà quand je venais pas une semaine, 2 fois dans la semaine, chaque semaine il me faisait bah je t'attendais samedi matin, machin et tout. Je dis mais bah, je peux pas, tu comprends, moi l'athlète c'est juste un complément, moi mon vrai sport c'est ça, voilà, je vais pas pouvoir venir à tous les entraînements. Donc déjà il me faisait une réflexion quand je venais pas à tous les entraînements toute la semaine, donc quand je suis pas venu pendant 1 mois et demi, je me suis dit là il va me mitrailler, et j'arrive, grand smile, oh Johan, ça va et tout, il me check, il me dit ah là là, fait plaisir de voir, on me parlait de toi et tout, il me dit tu fais quoi Tu fais quoi, t'es le week-end et tout ça machin, on a une compétition là. Là je fais une compétition, bah t'es sûr que je peux la faire T'es sûr que j'ai le niveau? Mais ouais, mais carrément t'as le niveau, mais carrément, mais gars, tu te rends pas compte. Et donc il me chauffe comme ça et puis il me fait ouais en gros on a besoin de quelqu'un sur le 400 mètres haies. Déjà, le 400 mètres, c'est une discipline, pour ceux qui connaissent, tu connais un peu ou pas toi? T'as déjà fait du 400 mètres? Est-ce que tu as envie d'en faire du 400 mètres? Voilà. Le 400 mètres, c'est la limite de ce qu'on appelle le sprint dans les disciplines en athlétisme. Et en plus, il me dit il y a des haies. J'en ai jamais fait de toute ma vie. Il me dit il y a des haies. Et du coup, je lui dis franchement, je suis moyen chaud quand même. Je suis moyen chaud. Il me fait mais non, mais t'inquiète, tout, on va te préparer, tu me prends pour qui, je vais pas te laisser comme ça te débrouiller, je vais te préparer. Donc du coup j'arrive la semaine d'après, à l'entraînement, et il met le truc en place et tout, et puis il me dit donc là tu vas passer 1, 2, 3, 4, 5, donc les 5 premières haies. Vous avez déjà vu un 400 mètres haie ou pas?
Ouais, donc c'est pas comme le 110 mètres S, c'est pas très rapproché, il y a un peu d'espace. Mais en fait, le truc du 400, des haies en général, c'est une histoire de tempo, de rythme. Il y a un timing, c'est un peu comme une musique. Il m'explique rien. Il me dit, vas-y, fonce. Je fonce. Je fonce. Et je me retrouve à un moment donné, genre, je suis trop loin pour sauter, mais trop court pour remettre 2 foulées, parce que moi, je voulais passer d'une certaine jambe. J'ai quand même voulu sauter. Je me suis éclaté par terre. Je me suis éclaté. Je me suis raflé tout le côté et tout. Je me relève, je fais, c'est mort. Le 400 mètres, c'est mort. J'en ferai jamais, j'irai pas et tout. Il me fait, bah putain merde. Il fait, après, il me dit merde, mais déjà, il avait du mal à se retenir de rigoler déjà premièrement. Et puis il me fait, non mais en vrai c'est peut-être mieux pour tout le monde que tu fasses pas ça. Donc il me dit par contre, moi 400 mètres, ça me pose pas de problème, je veux bien essayer. Alors qu'à la base, moi j'étais plutôt parti pour faire du 100-200. Mais 400 mètres, je lui dis, je suis chaud d'essayer. Il me fait, bah on a un autre gars et tout, mais en même temps il est pas méga chaud non plus. Je vais réfléchir et puis il appelle le directeur du club, machin. Ils font, bah en gros, fais-les courir en confrontation sur un 300 mètres et puis tu prends le meilleur des deux, quoi. L'autre, il n'avait pas du tout envie de le faire, déjà de base, le 400 mètres. Donc on se retrouve à faire un test sur 300 mètres. Je gagne évidemment parce que lui, il voulait pas le faire. Donc il me laisse dans le bourbier. Et j'arrive à la fin de mon 300 mètres, il me dit, bon voilà, tu as fait 36 secondes sur ton 300 mètres. Et là, j'ai aucune référence. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. Et il me dit, bah non, franchement, c'est bien et tout. C'est sur les bases d'un 48 sur 400 mètres et tout. Et là, je fais, ouais, c'est vrai, 36 divisé par 3, ça fait 12. Tu rajoutes 2 secondes, c'est sur les bases d'un 48, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Vraiment, je fais full confiance. Plus jamais avec lui. Et du coup, j'arrive une semaine ou deux plus tard, il y a cette compétition, les interclubs, et je suis dans le bus. Il y a, t'as tout le monde c'est plutôt bonne ambiance, c'est vraiment... Donc du coup, les interclubs, c'est quoi? C'est les championnats de France des clubs. Les championnats de France des clubs, c'est super important pour les clubs, pas pour les athlètes en soi, mais pour les clubs, parce qu'en fait, ça va permettre de classer ton club sur un certain niveau national. En fonction du classement du club, tu as des subventions en plus ou en moins, évidemment. Si tu montes d'une classe, tu en auras plus. Si tu te stabilises, tu vas rester un peu stabilisé dans tes financements. Si tu descends, tu auras moins. Donc du coup, c'est vraiment hyper important, c'est crucial. Ils ne peuvent pas s'en passer, les clubs, ils ne peuvent pas se dire oh, non, au pire, cette année, on fait de la merde. Non, tous les ans, c'est pareil, faut trouver, faut combler les trous, etc. Et il s'avère que le club de Mondeville, à ce moment-là, ils étaient en N1A. La N1A, c'est, en gros, si on compare au foot, tu as Ligue 1, Ligue 2, après tu as la Nationale 1, je crois. Ouais, c'est ça. En gros, c'est la Nationale 1. Sauf que c'est pas exactement pareil que dans le foot. En fait, tu as des clubs qui peuvent avoir un projet comme ça, one shot, une année. Ils ont voilà les subventions de leur ville, ils ont monté un projet, etc. Là, pour vous dire, j'arrive aux interclubs, je vois qui? Je vois le 4 x 100 mètres français de l'équipe de France. Je me dis, mais c'est pas pour ça que j'ai signé, moi, en fait. S'il y a ça sur 100 mètres, il y a quoi sur 400 mètres? Je vais me faire écrabouiller, quoi. Et dans le bus, on me demande, il y a des gens, ils me connaissent pas, ils m'ont jamais vu. Ils me font, t'es qui? Tu fais quoi? Je dis, moi, je vais faire le 400 mètres, là, je viens dépanner. Il fait, ah ouais, tu vas faire quoi? Tu vises quoi comme chrono? Je fais, je sais pas, 48 secondes. Là, t'as tous les gens qui sont autour de moi, 48 secondes, quoi? Mais t'es sûr? C'est un truc de malade et tout. Moi, je me dis, mais là, en fait, qu'est-ce qu'on m'a raconté là? Là, je commençais à douter. Je me dis, non, faut que tu sois sûr de toi, faut que tu montres que... Non, 48 secondes, il n'y a pas de problème. 48 secondes, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait un test et tout. Stéphane, il m'a dit que c'était bon, 46 secondes, il n'y a pas de problème, quoi. Et je ne sais pas si vous connaissez cette blessure, les périostites. Voilà. Moi déjà en Casem, j'avais... Footballeur ici. Et encore le football, ça va parce que c'est sur de l'herbe, c'est sur du terrain un peu mou. L'athlé, ça pardonne pas et très vite. De plus en plus de synthétique. Aussi, ouais, c'est vrai. Mais l'athlé, les pistes, c'est bien dur.
les pointes d'athlétisme à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu évolué au niveau des pointes. Il y a, en général en athlétisme on parle maintenant des super chaussures avec les fibres carbone etc. dedans. Et surtout maintenant il y a un modèle de paire de chaussures, c'est Nike qui fait ça avec une petite bulle d'air qui vient vachement amortir. Tu as beaucoup plus d'amorti mais tu as aussi beaucoup de renvoi. Donc ça c'est très très bien pour les articulations, pour les périostites, etc. À ce moment-là, ça n'existait pas encore ce modèle. J'avais des pointes avec une semelle, enfin c'est pas une semelle, quoi, c'est une plaque, c'est super dur. Donc j'ai des périostites, mais à balle. Je m'en mange, mais de fou. Enfin, je peux faire qu'un entraînement par semaine parce qu'après j'ai 5 jours de convalescence, je peux plus courir, quoi. Je marche, j'ai mal, etc. Et du coup, la semaine d'avant cette compétition-là, j'avais trop voulu en faire. Je me suis entraîné trop proche de la compétition. Je suis arrivé à la compétition, j'avais des périostites, mais éclatés. Donc là, je vais m'échauffer, je vais faire un petit échauffement, je vais trottiner un petit peu. Et là, je commence à avoir trop mal. J'ai trop mal. Je me dis, mais là, je vais pas pouvoir courir, quoi. Je vais voir le coach et tout, et il me dit, par contre, là, si tu cours pas, tu reviens plus jamais au club, quoi. En mode, là, si tu cours pas, t'es fou, quoi. Non, tu cours, tu finis dernier, c'est pas grave, mais il faut que tu cours. Si tu cours pas, on a 0. Vaut mieux avoir 500 points que 0. Parce qu'en fait, chaque course, chaque épreuve de chaque athlète va apporter un nombre de points. Et à la fin, on fait le cumul de nombre de points de tous les athlètes. Et puis après, on va classer les clubs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, déjà, par rapport au kayak, je me rends compte d'un truc que je n'avais pas vu à l'entraînement. C'est déjà, tu es très très proche des autres concurrents. Vraiment, tu peux les toucher, quoi. Alors qu'en kayak, tu as bien 20 mètres entre chaque personne, quoi. Donc en fait, tu es vraiment dans ta bulle, tu as le bruit de l'eau, tu as le bruit du vent, tu n'entends pas trop. Là, vraiment, tu les entends. Là, il y a quelqu'un, il veut rentrer dans ta tête avant le départ, il rentre dans ta tête, quoi. Je suis super bien placé, je suis genre couloir 4 ou couloir 5, genre vraiment le couloir des favoris. Je me fais débouler, mais en tellement peu de temps. Mais il y a tout le monde qui me passe devant. Je suis dans la première ligne droite, je vois tout le monde. Alors que le 400 mètres, quand même, tu pars avec un gros décalage. Donc celui qui est au couloir 1, t'es pas censé le voir avant longtemps. Avant 300 mètres normalement. Le couloir 1 n'est pas réputé pour être celui du favori. Exactement. Après, les interclubs, c'est tirage au sort un peu les couloirs, donc voilà. Je suis couloir 5, en plein milieu, je vois tout le monde devant moi. Je vois que des culs. Je fais, mais ça va être trop long. Et du coup, donc déjà, j'ai trop mal. J'arrive pas du tout à reproduire l'effort que j'avais réussi à faire sur mon test de 300 mètres. Et mais je suis arrivé tellement longtemps derrière, tellement longtemps. J'ai fait 53 secondes. J'avais dit à tout le monde dans le bus, je vais faire 48 secondes. Ce qui n'est pas ridicule non plus. C'est ridicule. Quand tu viens d'annoncer 48 secondes, c'est ridicule. Quand tu l'annonces. Mais en soi, la performance en soi, 53 sur un 400, c'est pas non plus... non. Après, quand tu cherches la performance, c'est tout le temps... Enfin, quand tu es de l'extérieur, tu dis ça. Mais quand tu es dans le truc, tu dis pas ça. Vraiment, j'avais honte. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie sur un truc sportif. Parce qu'en fait, ça m'était jamais arrivé d'être vraiment aussi nul, quoi. Donc du coup, je me dis, mais... franchement, j'avais envie de me cacher. Je suis revenu, je finis mon petit tour. Enfin, je finis mon tour. J'enlève mes petites chaussures. Je retrouve m'asseoir dans les tribunes. Il n'y a personne qui me parle. Personne ne me calcule. Il y a juste le coach qui me fait « Allez, t'as essayé. » Et vraiment, je suis là comme ça. La compétition, on est à Dijon. C'est pas je peux rentrer chez moi, je me barre, on est à Caen. Je suis là comme ça toute la journée, à attendre. Et dites-vous, après, je pensais que c'était le pire qui était passé, parce qu'après, quand tu reviens dans le bus, t'as le traditionnel bilan, que je connaissais pas du tout. Donc t'as le directeur avec son petit micro, alors aujourd'hui, super, on s'est maintenu, tout le monde a fait des super résultats, machin. Toi t'es là comme ça, non. Il fait, alors maintenant on va faire le décompte des résultats et on va commencer du meilleur au moins bon. Ah, j'étais tellement loin, j'étais vraiment avec les vieux qui ont comblé genre la marche ou
ou le lancer de poids, mais vraiment qui viennent juste parce que tiens, tu lances le poids à 1 mètre, c'est toujours mieux que pas le lancer, quoi. Donc je suis vraiment à ce niveau-là, quoi. Au niveau des points, je suis côte-côte avec Jean-Luc, il a 70 ans. Mais du coup, là, j'ai honte. Mais en même temps, je me dis, je peux que progresser, quoi. Du coup, donc, ça, c'était pendant l'année 2016-2017, mais c'est pas vraiment fini. Je suis encore kayakiste en soi, quoi. Et du coup, j'arrive au championnat de France. Et donc là, tu arrives au championnat de France de kayak. De kayak, ouais. J'arrive au championnat de France de kayak et personnellement, ça se passe pas super bien. Je fais genre 9 ou 8e. Enfin, c'était pas ce que j'espérais. Et encore une fois, en kayak 4 places, on fait encore une fois 4e. Genre, ça fait genre 4 ans qu'on fait ça, j'en peux plus. Et en fait, ça a commencé un peu à... Déjà, ça a commencé un peu à travailler pendant mon année 2016-2017. Donc j'étais toujours en stable, ça me plaisait pas trop, ça me minait un peu le moral. Je vois que j'arrive pas trop à progresser en kayak et tout. Et à côté de ça, en fait, même si je suis éclaté au sol en athlée, genre ça se passe super bien au niveau de l'atmosphère. Je rencontre des gens super sympas. Même si le coach, la façon dont je vous l'ai décrit, on dirait un gros enfoiré, mais en fait il est trop sympa, il est trop attachant. Et vraiment il m'a donné le goût de l'athlé. Il m'a vraiment fait aimer ce sport. Et du coup, je termine la course, on finit 4e, je suis écœuré. Et là, à ce moment-là, je sais, c'est la dernière fois que je m'assois dans un bateau. Je me dis, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, quoi. Donc du coup, hop, je range mes affaires, tac, tac, je me barre, et plus jamais je veux monter dans un bateau. Ça m'a dégoûté. Du coup, je me suis dit, là, maintenant, Johan, t'as vu quelque chose que tu détestais, tu veux plus jamais revivre ça de ta vie, tu retournes vers quelque chose qui potentiellement va pouvoir te plaire. Et moi, le DUTTC, j'avais adoré ça. Je me suis dit, là, comme la suite logique d'un DUTTC, c'était de rentrer en école de commerce. Je ne voulais pas payer l'école de commerce, donc du coup, je l'ai fait en alternance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les écoles de commerce, quand on est en alternance, on n'a pas les mêmes coûts. Ah, on n'a pas de coûts, en fait. Que si tu es sur un suivi d'études complet. C'est même pas les mêmes coûts, il n'y a pas de coûts. Tu ne payes pas ta formation, tu es payé. Là, c'était tranquille, quoi. Parce que moi, du coup, là, j'avais un travail... Il faut trouver une entreprise qui te prenne en alternance. C'est ça. Moi, j'avais un travail étudiant, je travaillais à Decathlon, et puis pour financer mes études, etc. Mais du coup, je me dis, là, il faut vraiment que tu fasses un truc que tu aimes. Et du coup, pour moi, je me dirigeais vers l'école de commerce en alternance. Vous vous rappelez peut-être... Non. Je vous rappelle quand même l'emploi du temps que j'avais au niveau d'entraînement sportif. Donc, c'était pas du tout compatible avec un travail à temps plein, une formation à temps plein, pas d'aménagement, parce qu'en école de commerce, tes sportifs de haut niveau, ils en ont rien à foutre. T'as pas d'aménagement, tu peux pas louper de cours, etc. Donc du coup, je me dis, bah là, faut que tu fasses un choix. Le kayak, ça va pas te payer à manger. T'as envie de faire un travail qui te plaît. Ça a toujours été quelque chose qui m'a animé, quoi. Enfin, moi, il y en a, ils sont un peu chill là-dessus. Moi, j'ai vraiment envie de faire un travail qui me plaît. Donc du coup, je me dis, bah, tu vas en école de commerce et tu vas trouver une alternance. Au début pour l'alternance, je me fais un peu pistonner pour passer des tests à Air France. Mon père travaille là-bas. Il a une connaissance, etc. Je passe un entretien et c'était le seul entretien que j'ai réussi à obtenir. Alors j'avais postulé, mais à balle, quoi. J'avais envoyé plein de CV de motivation, j'avais essayé plein de trucs, il n'y avait aucune réponse. Et du coup, je me dis, en fait, moi, une fois que j'avais l'entretien, c'était plié. Parce que ça a toujours été un peu ça, quoi. Parce que d'habitude, j'arrivais, je suis sportif de haut niveau et on m'ouvrait les portes. Sauf que là, la fille, j'avais voulu dire sportif de haut niveau, elle s'en a rien à foutre. Donc du coup, moi, dans ma tête, j'étais là, Air France, je vais prendre l'avion tous les 2 jours, je vais faire le tour de la Terre, je vais vivre la belle vie, tout, ça va être incroyable. Elle m'a jamais rappelé, Et entre-temps, j'avais vu une offre passer
chargé de développement, CFA Sport, animation de tourisme Normandie. Du coup, je me dis, bah, dans le lot de lettres de motivation et de CV que j'avais envoyé, je me dis, bah, vas-y, on va ton CV à eux, hein, ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais quand même, à chaque fois, j'allais me renseigner sur Internet. Quand j'avais les adresses, je regardais les adresses. Quand vous tapez l'adresse du CFA sur Internet, Louvigny, c'est un corps de ferme. J'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Là-dedans, enfin, en fait, j'en avais une image hyper négative, mais directe. Je me suis dit, là-dedans, ils sont deux pélos, il y a de la moquette sur les murs, ils ont zéro budget. C'est bien tes caches. Ah bah, vraiment, je pensais ça. Je me suis dit, mais ça va être vraiment le plan Z, quoi, pour moi. Sauf que c'est vite faut faire attention à ce qu'on pense. C'est vite devenu le plan B parce que j'avais rien d'autre, quoi. Donc du coup, on est en 2017, septembre 2017, j'ai toujours rien. J'ai aucune alternance. Donc là, du coup, je m'oriente vers une année où je vais devoir raquer 10 000 balles, quoi. Et dans l'été, le CFA m'avait appelé, m'avait envoyé un mail pour me dire, voilà, Centre de formation et d'apprentissage. Voilà, CFA, ça veut dire Centre de formation et d'apprentissage. Et du coup, il m'avait envoyé un mail pour me proposer un entretien. Vous l'avez compris, j'étais pas chaud, quoi. Parce qu'à ce moment-là, j'avais aussi l'entretien avec Air France. Donc du coup, je me dis, bah non, je vais pas y aller. La veille, je me rends compte que j'avais l'entretien le lendemain. Je me dis, ah, ce serait peut-être bien, au cas où ça marche pas avec Air France, mais en vrai, ça va le faire. T'envoies un petit mail pour dire, désolé, donc j'envoie un vieux mail, gros mytho à 23 h. Désolé, pour des raisons personnelles, je peux pas me rendre à l'entretien. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous pouvez me proposer une deuxième date? Trop sympa, il me propose une deuxième date. Je leur réponds même pas. C'était en septembre. Du coup, pendant juillet, août, septembre, il y avait rien. C'était 2 mois plus tard, moi j'avais zappé, quoi. Donc je suis là, je suis en train de faire ma rentrée à l'EM Normandie. Je commence avant de rentrer en école de commerce, quand tu fais une passerelle, tu as un petit sas de 3 semaines où tu as des cours un peu de remise à niveau, disons. Tu revois 2-3 trucs, tu as une sorte de pré-rentrée. Et je finis ma matinée, j'ai un appel de la secrétaire, non, de l'assistante du CFA. Oui, bonjour monsieur Lemoel, est-ce que vous venez à l'entretien? Et là, je suis là, j'avais complètement oublié. Je me dis, t'as pas d'entreprise, t'as rien. Là, tu vas devoir payer 10 000 balles. Franchement, je me dis, je préfère être dans une entreprise où il y a de la moquette sur les murs plutôt que payer 10 000 balles. Je fais, mais bien sûr que je viens. Comment ça, vous posez la question? Là, c'est ton côté commercial. Là, hein, exactement. Je lui dis, mais bien sûr que je viens. Je fais, vous avez pas reçu mon mail? Elle me dit, non, on n'a pas reçu votre mail. Non. Donc là, elle avait bien compris, que je me foutais de leur gueule. Et du coup, je fais, non mais attendez, là, je suis vraiment gêné. Je pensais avoir envoyé mail, mais non, comptez sur moi, je suis là, c'est bien. Elle dit à 14 h. Voilà, 14 h, oui, c'est bien ça, c'est à 14 h. Donc, j'arrive, j'ouvre la porte, et en fait... En tenue de kayakiste ou... Non, j'arrive, je suis habillé, bien normal. Et du coup, j'arrive comme ça, je monte les escaliers, et là, je vois, franchement, des locaux, mais nickel. C'est perdu à Louvigny, c'est dans un... En fait, c'est bizarre. En fait, là où on est situé, notre siège social, ça fait une... Enfin, le siège social, ouais. En gros, ça ressemble à une maison avec un bout... En fait, c'est une ferme, en fait. Et là, c'est un bout de la ferme qui a été totalement rénové. Hein. Ça ressemble plus à une ferme, il n'y a pas de tracteur, etc. Mais en gros, je rentre dedans et franchement, c'est stylé, tu vois. C'est classe, franchement, c'est propre, il n'y a pas de moquette sur les murs et tout. Ça donne envie. Ça donne envie. Et là, je me suis dit... Ah bah ça va, ils ont du budget quand même, il y a moyen de faire des trucs. Je me suis dit franchement, pourquoi pas en fait. Donc j'arrive, je passe l'entretien, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, ils me disent l'émission et tout, mais je me suis dit, mais franchement, genre là, j'ai trop envie de travailler ici, quoi. Et donc, grosse chance, ils m'ont embauché. Et du coup, bah,
à l'heure actuelle, je suis encore là-bas, quoi. Je travaille encore là-bas. Mais ils sont au courant des histoires. C'est intéressant quand même ton témoignage, parce que de quelque chose qui ne te parle pas forcément, tu te retrouves dans la nécessité de trouver une alternance si tu ne veux pas payer 10 000 euros à l'EMN, et résultat des courses, tu intègres une structure dans laquelle tu vas te développer, quoi. Ah bah complètement. Et déjà, moi, en fait, c'était vraiment ce truc de personnes qui n'y connaissent rien, mais en fait, pour moi, une entreprise qui valait le coup, c'était une grosse boîte qui avait qui faisait des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et je l'ai vraiment vu en alternance parce que du coup, je discutais avec les autres personnes de ma classe. T'en avais qui étaient dans des multinationales, Unilever, Pepsi, des banques, etc. Ils étaient vraiment des gros groupes et tout. Et en fait, quand on discutait un petit peu de nos expériences, eux, ils étaient vraiment monotâches. Enfin, ils avaient un truc à faire, c'était tout le temps le même truc. Ils pouvaient participer à aucune décision. Ils n'étaient pas du tout impliqués dans la vie de la société. Alors qu'au CFA, ben, moi, j'étais méga impliqué dedans, quoi. Genre tout de suite, je participais à tout, en fait. Alors, très rapidement, parce qu'on est déjà presque à la fin. Ah oui, Est-ce que tu peux nous, pour les étudiants qui ne connaîtraient pas la structure que tu intègres à ce moment-là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le CFA et puis tes missions dans ce CFA qui se sont construites, j'imagine, au fur et à mesure de ton expérience? Ouais. Alors moi, du coup, je suis arrivé en tant que chargé de développement en alternance. L'objectif de mon travail, en fait, c'était d'aider au recrutement des apprentis. En gros, nous, on est une école. Et cette école-là, elle forme que des personnes en alternance. Et mon objectif, c'était d'aider cette école-là à recruter des jeunes qui cherchent une formation de coach sportif. Parce qu'on fait des formations BPGEPS, en fait, une grosse majorité de BPGEPS. BPGEPS, activité de la forme. Jeunesse et sport. Voilà, activité de la forme, activité physique pour tous, basket, on fait aussi de la voile, on fait de l'équitation, enfin c'est vraiment très très varié. Du coup, moi je suis arrivé là-dedans au départ, vraiment c'était plutôt sur une partie communication recrutement. Et au fur et à mesure de ma formation, la formation que je faisais, vachement axée gestion, quand même dans la structure, enfin pour axée gestion. Et moi ça me plaisait vachement quand même cette partie-là de gestion. Du coup, à un moment donné, j'ai commencé à demander des missions en rapport avec ça. Et en 2019, on a eu une réforme très importante du marché de l'apprentissage. Parce qu'avant... Ouais. Donc, tu es en alternance pendant 1 an ou 2 2 ans. 2 ans. Et là, de ce dont tu parles, donc en 2019, tu obtiens ton master. Ouais. C'est ça. Et là, tu demandes une formation, enfin, le secteur gestion plus particulièrement. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, pendant ma formation, je demande à avoir des missions qui sont liées à la gestion. D'accord. Et parce qu'en fait, c'était en prévision déjà. Quand une réforme elle arrive dans peu importe le secteur, c'est pas du jour au lendemain on vous dit attention, nouvelle règle quoi. C'est quand même des choses qui se préparent. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. Du coup, déjà, on savait qu'il allait y avoir des changements profonds dans le métier, dans le business model, etc. Et du coup, on est passé d'un business model un peu, comment dire, de la subvention à un business model de centre de profit. Je m'explique. En fait, avant, on payait les formations des apprentis grâce à une subvention de la région, et en faisant la collecte de la taxe d'apprentissage. En gros, on allait voir des entreprises, on disait bonjour, vous avez des impôts à payer, parmi ces impôts-là, vous avez la taxe d'apprentissage, c'est obligatoire, dans tous les cas, vous devez le payer. Par contre, vous pouvez choisir de le verser à un centre de formation qui est reconnu et qui peut le percevoir cet argent. Donc du coup, on faisait ça, on faisait ce travail-là. Sauf qu'après, avec la réforme, c'était chaque apprenti qui rentre, on est payé une certaine somme. Donc du coup, le modèle, il change totalement. Parce qu'avant, en fait, que tu aies 10 apprentis ou 100 apprentis, si tu fais une collecte de taxes d'apprentissage qui est énorme, à la limite, moins tu as d'apprentis, mieux c'est. Mais ça n'a jamais été la philosophie du CFA. Nous, ça a toujours été, ça a été créé d'ailleurs dans ce but-là, c'était vraiment de développer le milieu sportif associatif.
en formant des coachs sportifs diplômés qui vont venir apporter de l'expertise dans les clubs, plutôt que d'avoir des bénévoles qui ont juste une expérience, une expérience de pratiquant. Donc du coup, c'était vraiment ça le gros changement. Donc il y avait des modifications très profondes à apporter en termes de gestion à toute la structure. Et du coup, moi, ça m'a occupé énormément de temps. Ça occupe quasiment tout mon temps aujourd'hui. C'était de créer toute la structure d'outils qui vont permettre de gérer toute la gestion administrative et financière. Alors, concrètement, si un de nos étudiants ou étudiantes, à la fin de leur licence d'entraînement sportif, veut rentrer dans cette formation CFA pour un BPGEPS, peut-être plus, je ne sais pas, des GEPS, pourquoi pas, ouais. Quelles démarches doivent-ils faire? Alors, pour entrer en formation chez nous, les démarches elles sont assez simples. La difficulté, ça va être de trouver un employeur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est que des formations d'alternance. Donc là, vous êtes en formation en initiale, c'est-à-dire que vous venez en cours et puis c'est tout. À la limite, vous avez peut-être des stages. Eux, ils ont 200 heures de stage voilà. Sur cette année. Du coup, nous, c'est différent. Pour entrer en formation, il faut avoir un employeur qui va embaucher, qui du coup, la personne qui rentre en formation, elle devient salariée et elle a une partie de son temps de formation qui est à l'école, une partie de son temps de formation qui est en entreprise. Donc les entreprises, là, c'est très varié. Ça peut être des associations sportives, ça peut être des centres de fitness, ça peut être c'est quand même surtout des associations sportives, hein, c'est quand même 90% de nos employeurs. Mais dans toute structure dans laquelle il y a du sport peut embaucher un apprenti chez nous en BPGEPS. Et on a quelques DEGEPS, c'est le niveau du dessus, mais c'est très spécialisé parce qu'en fait les BPGEPS, il y en a qui sont très polyvalents, il y en a qui sont aussi très spécialisés, mais les DEGEPS, c'est forcément très spécialisé. Et nous, dans notre cas, en fait, on a 2 DEGEPS, on en a un dans l'équitation et un dans la voile. Oui, deux activités relativement développées dans notre région. Oui, ouais, ça va. Très bien. Donc, si les étudiants sont intéressés par ce genre de formation, il faut qu'ils trouvent un employeur. C'est ça. Il y a des tests à l'entrée du CFA Oui, il y a des tests. Alors déjà, il y a des tests physiques. Là, c'est plutôt le sport, je pense, qui intéresse la promo. Mais il y a évidemment des tests physiques. Après, les tests physiques ne sont pas très, très exigeants. Il y en a surtout pour le BPGEPS activité de la forme. Donc là, c'est pour travailler en salle de musculation. Et pour le BPGEPS activité physique pour tous. Après, si vous faites de la voile, du basket, etc., et que vous voulez rentrer dans un BPGEPS spécialisé là-dedans, en fait, globalement, il suffit d'avoir une licence. Quoi. Une licence dans un club, hein, pas une licence STAPS. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais savoir si aujourd'hui votre spécialité en athlétisme, c'était toujours le 400 mètres sprint. Ouais, parce que du coup, je vous ai parlé du début, qui était catastrophique, mais ça s'est quand même amélioré. Donc ça c'est mon bilan. Ça c'est sur la FFA en fait. La FFA et donc la Fédération française d'athlétisme, ils ont un truc super bien en termes de statistiques sur les athlètes. Vous pouvez vraiment savoir si quelqu'un vous raconte des mythos ou pas sur ses performances. Donc la première année sur 400 mètres, donc il y a le 400 mètres en outdoor, il y a aussi le 400 mètres en indoor. C'est deux pistes très différentes. Le indoor, c'est sur une piste qui fait 200 mètres. Donc là, du coup, évidemment, il y a 2 tours à faire. Avec un virage relevé. Avec un virage relevé. D'ailleurs, si jamais on vous dit de faire une compétition à Mondeville, n'y allez jamais. C'est la pire piste de France. T'es d'accord avec moi? Merci. Donc du coup, en 400 mètres, donc, j'ai tranquillement progressé jusqu'en 2019, jusqu'à la fin de mon alternance, où j'ai passé un peu la barre un peu. C'est un peu comme en développé couché, la barre des 100 kg, quoi. Quand tu passes pas 100 kg, quand tu passes 100 kg, plutôt, tu as passé un petit cap. Bah là, sur 400 mètres, c'est la barre des 50 secondes.
Après, il y a eu une petite pandémie qui a un petit peu cassé un petit peu le rythme. Donc il y a eu peu de compétition, puis il y a eu peu de possibilités de se préparer. Donc là, en fait, là, on voit que ça fait un sens inverse, quoi. Je reviens à mes débuts. Et en 2021, en début de saison 2021-2022, je rencontre un nouveau coach qui là, lui, a vraiment tout changé dans ma préparation et dans les résultats. Parce que là, vous le voyez, entre 2021 et 2022, j'ai quand même bien progressé, quoi. Et là, 47 secondes sur 400 mètres, on commence à être dans des performances qui deviennent intéressantes. Donc du coup, là, je rencontre ce coach-là. Donc c'est un gars qui était en Belgique pendant des années, qui était préparateur physique de métier et très investi dans l'athlétisme en Belgique, qui a entraîné beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui ont fait des performances assez notables. Il entraîne notamment le champion de France du 60 mètres actuel. Enfin voilà, c'est vraiment un mec très poussé. Et là, en fait, je découvre vraiment ce que c'est que la préparation à la performance en athlétisme. Parce que jusque-là, c'était vraiment plutôt le truc de groupe, pote, avec un coach qui est vraiment là pour te faire kiffer ta séance. Mais ce n'était pas forcément les méthodes les plus adaptées à la performance. Donc là, du coup, je rencontre ce mec-là, et puis en gros, mon coach, il me dit, moi, je ne peux plus te faire progresser, vaut mieux que tu ailles avec lui. Donc un jour, j'arrive, et puis il me dit, bah voilà, c'est lui ton nouveau coach. Donc on fait un entretien ensemble, et puis il commence vraiment à cadrer les choses, et même quand j'étais en équipe de France, c'était pas aussi cadré. Je me dis, là, il y a moyen que ça me relance. Parce qu'évidemment, là, vous voyez, pendant les 2 années de Covid, là, franchement, ça m'a un peu plombé. J'étais un peu en mode, bon, les performances, c'est pas ouf. Est-ce que je vais continuer très longtemps? Et là, je me dis, il y a quand même un regain d'espoir pour moi, de me dire, voilà, là, je peux quand même reprendre une démarche de performance. Quelque chose que j'avais, toujours un peu enfoui en moi, mais comme je faisais de l'athlète, c'était un nouveau sport, je ne pouvais pas me dire, là, j'y vais aller au championnat de France, quoi. J'étais tellement loin, c'était même pas concevable. Et donc là, on commence à mettre des choses en place. Il commence à m'expliquer vraiment en fait ce que c'est l'athlétisme, quoi. Il commence à m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, sur une longue période, perdurer et puis pour pouvoir faire des performances qui te permettent d'exploiter ton plein potentiel. Donc on fait un entretien, il me demande, bon bah voilà, c'est quoi ton objectif? Moi je lui dis, je n'en démords pas. Dans le bus, j'ai dit que j'allais faire 48 secondes il y a 4 ans, je veux faire 48 secondes. Il me dit, bon, ça va être chaud. Franchement, déjà, si on refait ton record de 49-44, c'est déjà pas mal. Il s'avère que finalement, la préparation s'est super bien passée. Il m'a aidé, mais de dingue, au niveau des périostites. Je pensais que c'était même pas possible d'imaginer ne pas en avoir. Et en fait, finalement, il m'a vraiment remis sur pied, mais totalement. Et du coup, dès cette année-là, en fait, je fais 47,75. Donc, ce qui est plutôt bien. Je crois au bilan français à cette année-là, j'étais genre dans les 50 premiers français. Et l'année d'après, du coup, c'est normal, on en veut toujours plus. L'année d'après, on vise cette année, on vise les championnats de France élite. Parce qu'avec mon 47,75, j'ai pu aller aux championnats de France nationaux. En gros, c'est la Ligue 2 de l'athlétisme, quoi. Mais je me dis, moi, mon objectif, quand même, c'est d'aller aux élites, quoi. Les élites, là, c'est les 24 meilleurs Français qui vont s'affronter au championnat de France. Et du coup, ça a été chose faite, hein, parce que du coup, en 2023, je fais un chrono de 47,51 et surtout, j'ai une régularité dans mes performances, parce que c'est ça qui fait la sélection au championnat de France. En fait, pour aller au championnat de France, vous devez faire 5 chronos
minimum. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle le ranking. En athlétisme, il y a 2 trucs de classement, il y a le bilan et le ranking. Le bilan, c'est la meilleure perf, enfin les meilleures perfs de tout le monde, classés par du meilleur au moins bon. Et après, vous avez le ranking, et là, c'est très différent. C'est les 5 meilleures performances que vous avez faites. Donc, chaque performance rapporte des points. Ils font la moyenne de tous vos points. Et là, en fonction de votre ranking, bah, vous êtes sélectionné ou non au championnat de France. Donc là, du coup, je suis vraiment passé dans un autre niveau dans la discipline, où j'ai quand même pu du coup faire la bascule entre l'équipe de France en kayak. Puis en fait, pour moi, les championnats de France en kayak, c'était vraiment quelque chose de facile au moins d'y aller, quoi. Alors que l'athlétisme, c'était vraiment la croix et la bannière. Et l'année d'après, donc c'était l'année dernière. L'année dernière, du coup, j'améliore beaucoup mon chrono en salle, où je fais du coup, là c'est ici, où je fais 47,90. Et du coup, à nouveau, je vais au championnat de France élite. Et du coup, l'année dernière, j'étais un petit peu dans une situation un petit peu particulière. Parce que là, vous, actuellement, là, donc, vous êtes en L3, vous vous dites, c'est assez clair ce que vous allez faire sur les 2 prochaines années, entre guillemets. Même si on a, même si pas pour tout le monde, mais en fait, c'est pour ça qu'ils ont besoin de témoignages comme le tien. Dans les études, c'est assez simple. On sait que bah voilà, ça va du bac plus 1 au bac plus 5. Vous pouvez aller faire un doctorat, mais là c'est encore un autre truc. C'est pas trop dans les mœurs, c'est pas trop dans les normes. Alors que d'aller faire un bac plus 5, c'est quelque chose. Enfin, là c'est un peu une sorte de ligne droite assez facile, quoi. Il y a des gens qui peuvent vous faire des retours d'expérience, vous pouvez demander un peu partout, vous avez des informations. Mais après, une fois que c'est fini, une fois que vous avez fini vos études, il n'y a plus de parcours balisé. Il n'y a plus personne qui vous dit, bah vraiment, maintenant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et du coup, moi, je me retrouve un petit peu dans une situation un petit peu particulière. Je me dis, là, j'ai fini mes études depuis quelques années, c'était bien, mais en même temps, là, j'ai envie de continuer à progresser. Donc, j'ai envie de potentiellement développer mes compétences encore un petit peu plus. Sauf que ça m'a posé vraiment un dilemme parce que l'athlétisme, même si le volume d'entraînement il est beaucoup moins important, je me retrouve quand même à avoir un investissement qui est très très important avec mon travail, etc. Du coup, je me dis, mais comment je vais pouvoir rendre compatible le travail, l'athlé et potentiellement reprendre une formation. Ouais. Oui, je voulais savoir par rapport au kayak, la fatigue de l'athlétisme, parce que c'est un peu, il y a des fatigues différentes. Et du coup, par rapport à l'athlétisme, le 400 mètres, c'est un peu, vous faites souvent du nerveux, tout ça. Ouais, c'est hyper différent. Déjà, les méthodes d'entraînement, elles sont totalement différentes. Le volume en kayak, je vous ai expliqué, il est énorme. Et même quand tu fais du sprint, tu as des 15 km à faire, des 12 km à faire, etc. Donc en fait, alors qu'en athlé, tu vas plutôt te comporter comme un guépard. Genre, l'objectif, à côté de tes entraînements, c'est d'en faire le moins possible. C'est vraiment ça ton objectif. Moi, mon coach, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a donné 2 fiches. Une fiche nutrition, une fiche de 10 choses à faire. Et dans les 10 choses à faire, c'est dès que tu peux, fais-en le moins possible à côté des entraînements. Si tu peux faire la sieste le midi, tu le fais. Si tu peux ne pas faire de randonnée, tu le fais. Limite, tu vas dire, si tu veux marcher jusqu'à ta voiture, vas-y en trottinette, quoi. J'exagère un petit peu, mais en gros, l'objectif, c'est de se dépenser le moins possible à part l'entraînement. Et donc, du coup, au niveau fatigue, c'est vrai que c'est beaucoup plus nerveux. Genre, moi, j'arrive en fin de saison, je suis rincé, j'ai comme un truc derrière les yeux, une sorte de migraine, parce que vraiment, je suis épuisé nerveusement à la fin d'une saison. Alors qu'en kayak, ça ne faisait pas ça. C'était plutôt ce sentiment d'être vidé, quoi. Bien, Johan. Eh bien, écoute, on arrive au terme de ta conférence. Eh bien, parfait. Voilà. Un témoignage prégnant, concret. Hein. On te remercie beaucoup
par ta présence. Merci à vous. Pour ce retour d'expérience sur ces quelques années de formation et d'investissement.